Philippe Biwix est ingénieur centralien. Il a publié 2 livres, en tout cas à ma connaissance, dans les années qui viennent de s'écouler. Un premier livre collectif sur quel avenir pour les métaux. Quel futur, enfin bon, c'est pareil. Quel futur pour les métaux, dans lequel il s'interrogeait avec quelques autres sur les prévisions d'abondance ou pas de ces ressources et les moyens qu'elles vont donner ou pas à des politiques industrielles basées sur elles. Et puis en 2014, il y a tout juste 2 ans maintenant, l'âge des low-tech pour un monde. J'ai tout oublié du titre. Vers une civilisation techniquement Vers soutenable. une civilisation techniquement soutenable, que je vous recommande beaucoup de lire. Voilà. Et Philippe fait également partie de l'Institut Momentum, donc est à la fois ingénieur centralien, dirige le fret international de la SNCF, et d'un autre côté, fait partie de l'Institut Momentum aux côtés d'Yves Cochet et de tas d'autres, qui partagent des préoccupations assez lourdes sur l'évolution du monde aujourd'hui. Donc merci beaucoup Philippe d'avoir accepté notre invitation, et à toi. Merci. Donc j'ai pas besoin du micro, et vous m'entendez bien, hein? C'est bon? C'est pas trop fort, c'est pas trop pas fort. Impeccable. Oui. Donc dans l'armée des ombres, où le week-end et le soir, en fait, je m'intéresse depuis une quinzaine d'années au sujet des ressources non renouvelables. En particulier les métaux, mais pas que. Et donc ça m'a amené effectivement au bout d'une dizaine d'années à publier un premier ouvrage, et puis de fil en aiguille, et étant de temps en temps invité au CEA et d'autres fois à Notre-Dame-des-Landes pour faire à peu près l'équivalent du Spectre, si vous voulez, pour parler de ces sujets-là. Ça m'a donné envie d'avancer sur la question des technologies, des basses technologies, les low-tech, et je vais vous expliquer pendant la conférence de quoi il s'agit. Alors, puis on essaiera de parler un tout petit peu peut-être de bâtiments, d'architecture et tout ça à la fin quand même, mais pas que, parce qu'il y a une espèce de dotation initiale un petit peu lourde. Je sais pour ce moment du cycle circadien un peu compliqué. J'espère que vous avez bien déjeuné, et donc on attaque. Alors, les ressources non renouvelables. Qu'est-ce que c'est les ressources non renouvelables? Bon, je pense que, en gros, vous savez tout ce que c'est. Alors, ça, vous voyez, on va le trouver de temps en temps pendant la présentation. Il y a 2-3 fois, on va avoir une échelle logarithmique. Vous savez ce que c'est qu'une échelle logarithmique? C'est des trucs qui sont très pratiques pour montrer des choses très petites et très grandes. Et justement, dans le domaine des ressources, on a des choses qui sont très petites et des choses qui sont très grandes, des échelles complètement différentes. Donc voilà, c'est un côté un peu pratique. Donc on va dire, c'est le transparent pour se réveiller et pour se familiariser avec l'échelle logarithmique. Bon, rassurez-vous, il n'y en aura pas trop. Voilà. Donc, en gros, on dit voilà, il y a des choses qui se passent dans la journée, il y a des choses qui se passent sur le milliard d'années. Et entre les deux, on peut tracer un trait. Ce trait, c'est 70 ans, 80 ans, je ne sais pas. C'est l'échelle humaine, c'est la vitesse à laquelle, on va dire, une génération passe, plus ou moins. Et donc, on peut dire que tout ce qui est à gauche de ce trait, c'est des ressources renouvelables. Elles vont se renouveler à l'échelle humaine. Puis tout ce qui est à droite du trait, c'est des ressources non renouvelables. Et donc, on ne va pas pouvoir les renouveler à la vitesse où on veut. Donc, quelque part, on va taper dans un stock. Alors, évidemment, du côté gauche, c'est renouvelable à condition qu'on ne tape pas dans le stock plus vite que la vitesse à laquelle il se renouvelle, ce qui pose toutes les questions de surexploitation, je ne sais pas, des forêts, ou choses comme ça. Alors, vous voyez, l'eau, en général, c'est renouvelable, évidemment, mais sauf que ça peut être non renouvelable aussi. Si vous êtes au milieu des plaines des États-Unis et que vous irriguez du maïs, on l'irrigue avec des eaux de nappe phréatique, et donc chaque année, il faut descendre les puits un peu plus profonds, parce que la nappe phréatique baisse de quelques mètres, et on ne sait pas, on exploite donc un stock fini. Bon, agriculture, élevage, on est plutôt dans du recyclage, dans du renouvelable. La pêche, de temps en temps, c'est non renouvelable. Hein. Si vous achetez du poisson qui s'appelle l'empereur, c'est l'oplostète orange, en fait, c'est des poissons qui ont 130 ans d'âge, c'est des poissons d'eau profonde. Donc vous imaginez bien, s'ils sont nés avant la guerre 14-18, ils vont avoir du mal à se renouveler à la vitesse où on les mange. Les forêts, c'est la même chose. Hein. On continue à exploiter un certain nombre de forêts anciennes, par exemple en Tasmanie, pour faire du contreplaqué de chantier, ou bien au Canada pour faire des mouchoirs en papier. C'est des arbres qui ont 200-300 ans, donc on n'est pas sur du renouvelable non plus. Et puis à l'inverse, vous pouvez avoir des plantations d'eucalyptus qui mettent 7 ans, hein, au minimum 7 ans avant d'être récoltées. Les ressources énergétiques,
pense que tout le monde connaît ça, la question des ressources énergétiques fossiles, donc le charbon en premier lieu. Donc le charbon, ça s'est formé principalement au Carbonifère, à peu près 300 millions d'années. Et puis vous avez le pétrole, c'est on va dire quelques millions d'années, quelques dizaines de millions. En général, c'est autour de 80-100 millions d'années. Donc voilà, on est ici. Et puis ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les ressources minérales. Alors les ressources minérales, elles ne sont pas toutes non renouvelables. La première ressource qui est très utilisée, c'est le sel. Le sel, ça sert à faire toute la chimie, on appelle la chimie chlore-soude, hein, NaCl, donc le sodium et le chlore. On les sépare. Le sodium, ça va servir à faire de la soude. La soude, ça sert dans la fabrication du verre, ça sert dans les détartrants, ça sert à faire de la lessive, etc., du savon. Et puis le chlore, lui, va être intégré dans le PVC, hein, donc qui va être utilisé ensuite dans les menuiseries, des choses comme ça. Bon. Simplement, donc il y a assez peu de ressources qui sont réellement renouvelables, comme le sel l'est. La plupart sont de ce côté-là, c'est-à-dire que c'est des ressources, alors on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, qui se sont concentrées, que la planète a concentrées pendant des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, parfois des milliards d'années. On exploite des mines de fer qui ont qui datent de l'Archéen, c'est des bactéries qui ont déposé comme ça, couche après couche, en sédimentation, ce qu'on appelle le fer rubané, et ça date de plus de 800 millions d'années. Voilà. Ok, donc, alors quel est le sujet, quel est le problème? Bon, ça c'est, donc, comme vous avez tous dû avoir le bac, vous avez tous dû passer par ça plus ou moins, la table de Mendeleïev, je ne sais plus, ça doit être en seconde ou en première qu'on l'étudie. Alors on ne va pas descendre toute la table de Mendeleïev, simplement c'est une manière pratique de parler d'une soixantaine de métaux différents, une soixantaine d'éléments différents que notre système industriel utilise aujourd'hui, d'accord? Donc, 2-3 fois, on va la retrouver. C'est une manière pratique de classer les éléments, évidemment, parce que vous savez que quand ils sont proches l'un de l'autre, dans un sens ou dans un autre, c'est qu'ils ont d'une manière ou d'une autre des caractéristiques physico-chimiques assez proches, parce que ça correspond aux couches d'électrons, etc. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? On va trouver d'abord en gris, un code couleur qu'on va regarder aujourd'hui. Donc en gris, c'est tout ce qui est grands métaux industriels. Donc le premier d'entre eux, c'est le fer, d'accord? Ça sert à produire l'acier. Donc on en fabrique plus d'1 milliard de tonnes par an. Ensuite, les grands métaux industriels, dans lesquels vous allez avoir l'aluminium, le cuivre, le nickel, des choses comme ça. Donc ça, l'échelle, c'est de l'ordre de quelques millions à quelques dizaines de millions de tonnes par an, d'accord? L'aluminium, c'est à peu près 40 millions, le cuivre, c'est 20 millions de tonnes. Et puis, on va trouver ensuite plein de petits métaux, vous voyez, des trucs bleus, là, qu'on appelle les métaux de spécialité ou des métaux d'alliage, et qui vont servir soit à des utilisations très spécifiques, par exemple le tungstène, ici. Donc le tungstène, ça sert à faire tout ce qui est outils forants. Les carbures de tungstène sont des métaux très, très solides. Donc ça sert dans la mèche de perceuse de papa le week-end, mais ça sert aussi dans les trépans de forage pétrolier. Si vous n'avez plus de tungstène, même si vous avez des réserves de pétrole, vous ne pouvez pas creuser un puits. Et puis il y en a d'autres qui vont être utilisés dans des aciers, qui vont servir à amender les aciers, qui vont faire, j'y reviendrai tout à l'heure, qui vont servir à faire des alliages, à faire des aciers spéciaux, et donc qui vont améliorer, si vous voulez, les qualités du fer et du carbone pour transformer les aciers. Alors on a les terres rares dans tous ces métaux de spécialité, qui sont ici, qu'on appelle les lanthanides. En fait, ces terres rares ne sont pas particulièrement rares, on va le voir, mais ça a un peu défrayé la chronique, et quand il y a des journalistes un peu qui s'emparent de ces questions de ressources non renouvelables et d'épuisement possible ou autre, on a une tendance assez furieuse à confondre métaux rares, terres rares, parce que voilà, la sémantique est proche, mais en réalité, bon, il n'y a pas de question particulière de rareté sur les terres rares, pas plus que d'autres métaux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en code couleur? On a les jaunes, là. Donc, les jaunes, c'est les métaux précieux, principalement l'or, hein, aurum en latin, ici, l'argent, les platinoïdes, le rhénium. On tombe très vite. Hein. L'or, c'est 2000 tonnes par an. Et on était tout à l'heure à 1 milliard, après 20 millions. Là, c'est quelques milliers de tonnes, voire même quelques dizaines de tonnes. Voyez, le rhénium, ici, c'est produit à 50 tonnes par an. Et ça sert que dans les alliages des ailettes de turboréacteurs d'avions. C'est un truc assez spécifique. Bon, donc, vous n'aurez pas trop de problèmes de rhénium, normalement, dans les bâtiments que vous construirez dans le futur. J'espère. Alors, une fois qu'on a vu Alors, il y a d'autres trucs qui sont non renouvelables et qui ne sont pas forcément des métaux. On n'en parlera pas trop aujourd'hui, mais c'est le cas, par exemple, je ne sais pas, du phosphore, ici. Vous voyez, donc vous savez que les plantes, pour pousser, elles ont besoin d'engrais, elles ont besoin d'un certain nombre d'éléments, notamment NKP. Donc,
Les N, c'est donc les nitrates. Ceux-là, ils vont être produits à partir de l'azote de l'air. On va craquer du gaz naturel, récupérer l'hydrogène, on va l'accrocher avec l'azote de l'air, avec une catalyse au platine-rhodium en l'occurrence. Bon. Par contre, les deux autres, potassium et phosphate, ils sont récupérés dans des mines. D'accord ? Donc le phosphore, en fait, il est extrait des mines et on commence à parler d'un pic de production de phosphore, peut-être qui pourrait venir d'ici quelques décennies, mais enfin, on en a encore pour l'instant beaucoup. Bon, alors donc ça c'était le terrain de jeu. Maintenant on va attaquer quel est le sujet, quel est le problème. Alors ça c'est une image approximative, mais qui a été faite par des scientifiques. Alors on trouve différents trucs sur Internet, il y a plusieurs types d'études, mais bon, celle-là c'est une étude qui concernait 1672 types de roches différentes qui ont été analysées. En gros, c'est une image de la croûte terrestre dans le premier kilomètre d'épaisseur, pour faire simple, ou les 2-3 premiers kilomètres d'épaisseur. C'est-à-dire c'est une image de la planète, de quoi sont composées les roches sur lesquelles nous sommes tous assis et nous mettons nos fondations. Donc vous voyez qu'en fait 99% du poids de la croûte terrestre est composé d'une douzaine d'éléments. Sans surprise, c'est les éléments dans lesquels la vie a pioché, carbone, hydrogène, oxygène, azote, etc. Mais on trouve aussi des éléments, des métaux, vous voyez, industriels, comme le fer, l'aluminium, le titane. Donc il y a 5%, la croûte terrestre est composée de 5% de fer. Dès que vous avez une roche qui est un peu rouge, c'est de l'oxyde de fer. Et puis il y a aussi beaucoup d'aluminium. L'argile, c'est du silicium et de l'aluminium. Donc il y a 8% de la croûte terrestre qui est d'aluminium. Donc tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui ne concerne pas vraiment, ou dans une moindre mesure, la question du fer et de l'aluminium. Par exemple, c'est deux métaux très abondants, dont la géologie, si vous voulez, n'est pas vraiment la même que celle des autres métaux. Donc, en gros, voilà, quand on va parler de pénurie ou de risque sur des ressources comme ça, on va parler d'un risque de retour à l'âge de fer, mais pas de risque de retour à l'âge de pierre, quoi, pour faire simple. Okay ? Alors ensuite, on va avoir les éléments rares. Voilà. Alors, ce qu'on appelle les éléments rares, c'est des... Alors, vous voyez, c'est à nouveau une échelle logarithmique ici, donc on va tomber très, très, très vite en concentration. Donc là, on est en partie par million, ce qu'on appelle une partie par million. Donc une partie par million, ça veut dire 1 milligramme dans 1 kilogramme de roche, quoi, si vous voulez. Donc on va trouver ici, à partir de entre 1 et 100 ppm, donc entre 1 et 100 milligrammes par kilo de roche, on va trouver à peu près tous les métaux industriels ou les petits métaux de spécialité qu'on utilise, y compris les terres rares d'ailleurs. Donc vous voyez qu'elles se promènent entre les 16-17 terres rares d'ici à ici, donc elles ne sont pas particulièrement rares, pas plus rares que d'autres métaux comme le cobalt, le plomb, le nickel. Et puis on va ensuite trouver ici les éléments, dans les éléments très rares. Donc là on est tombé à une partie par milliard, donc on va tomber à 1 microgramme dans 1 kilo de roche, et on va trouver sans surprise les métaux précieux. Donc les métaux précieux, ils ne sont pas précieux pour rien, ils sont précieux parce qu'ils sont moins abondants dans la croûte terrestre. D'accord ? Alors si on prend le cuivre, par exemple, le cuivre, on est à peu près à 50-60 parties par million. Si on multiplie ces 50-60 parties par million par l'ensemble du poids de la croûte terrestre sur 1 km de profondeur, sur 150 millions de kilomètres carrés de terres émergées, vous voyez, on prend l'ensemble de la planète. Combien il y a de cuivre dans le premier kilomètre de l'ensemble de la planète ? Il y a à peu près 20 000 milliards de tonnes. 20 000 milliards de tonnes de cuivre, et la production actuelle, c'est un peu moins de 20 millions de tonnes. Ça donne... Je vais faire le calcul pour vous parce que je sais que le moment est un peu dur. Ça fait 1 million d'années de production. Donc il y a l'équivalent théorique sous nos pieds en cuivre de 1 million d'années de production de cuivre. Donc vous voyez que du coup les géologues ils nous disent attendez, moi j'ai pas de problème, j'irai vous chercher ce qu'il faut. Alors évidemment ce million d'années théorique, il est complètement théorique parce qu'il faudrait pour ça passer l'ensemble de la planète au tamis fin, y compris votre jardin, celui de votre grand-mère, etc. et aller récupérer l'ensemble du truc, ce qui est évidemment un délire industriel totalement impossible, mais ça vous donne quand même une idée de la perspective. Bon. Alors en réalité, on ne va pas aller chercher le cuivre dans votre jardin où il est à 50 mg par kilo, on va aller le chercher à des endroits un peu plus précis où il a été concentré par la planète, et on va appeler ça des réserves ou des ressources, et on va transformer ça, ces réserves, ces ressources, on va les transformer en exploitation minière. Alors là, il faut passer dans une définition un peu compliquée, enfin compliquée pas tant que ça, mais qui est qu'est-ce que c'est qu'une réserve ? Qu'est-ce qu'on appelle une réserve minière ? Une réserve, c'est une ressource qui a été identifiée, géologiquement identifiée, donc on sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, et qu'on peut produire à la technologie actuelle et au prix actuel. Donc identifiée, technologie actuelle, prix actuel. Vous voyez qu'il y a 3 composantes qui finalement font varier la réserve. Alors
Pour info, c'est la même chose dans le pétrole ou dans le gaz, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il y a 40 ans, il y a des gens qui hurlaient au loup en disant il n'y a plus de pétrole ou on n'aura plus de pétrole dans 40 ans, et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de pétrole, on en a même tellement qu'on peut exploser le système de régulation planétaire avec lui, le charbon et le gaz. Mais parce que ces trois paramètres, ils ont varié. On a fait des nouvelles découvertes, on a amélioré les techniques de récupération ou la capacité à aller chercher des choses qu'on ne savait pas aller chercher avant. Et puis, on a aussi le prix qui bouge. Et si vous avez un pétrole, je ne sais pas, par exemple à 100 $, alors il n'est pas à 100 $ en ce moment, mais imaginez que le pétrole revienne à 100 $, à 100 $, mécaniquement, les réserves sont plus importantes qu'à 20 $. D'accord ? Ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne de la même manière pour tout ce qui est réserve minière. Donc, mes réserves ici, alors pour vous donner une idée, mes 20 000 milliards de tonnes de cuivre, c'est devenu 1 milliard. Vous voyez, c'est la petite case. Et puis là, les réserves basses, c'est peut-être, disons, 3 milliards pour se fixer des idées. Voilà, je vais progresser, je peux trouver d'autres choses. Et on commence à avoir assez bien cartographié la planète, mais il reste des choses à aller chercher. Il y a même des endroits où on sait qu'il y a des choses, mais on n'y est pas retourné depuis un certain temps parce que c'était pas économiquement intéressant ou parce qu'il y a la guerre ou je sais pas quoi. On peut même aller chercher des endroits où on n'a jamais été pour l'instant. Vous avez peut-être entendu parler des nodules polymétalliques, des trucs sous la mer, je sais pas quoi. Bon. Ensuite, on a la dimension technique. On est capable aujourd'hui d'aller attaquer des minerais, ça s'appelle attaquer des minerais avec des technologies qu'on n'avait pas il y a 10, 20, 30 ans. Par exemple, on fait ce qu'on appelle de l'hydrolixivation, c'est-à-dire de l'hydrométallurgie. C'est-à-dire qu'on va venir attaquer la roche. D'habitude, la roche, on fait plutôt de la pyrométallurgie, c'est-à-dire on la grille et puis on va récupérer le minerai. Et là, on va venir la faire lécher par un acide ou par un solvant ou un truc qui va dissoudre les parties métalliques, puis après, par chimie, on va récupérer ça. Ça permet d'aller chercher des minerais qui sont de moins en moins concentrés. Okay ? Et puis, la dimension de prix permet aussi d'aller chercher des choses intéressantes. Donc, il n'y a pas de limite ici à la dimension économique, c'est-à-dire que, prenez par exemple une mine de fer, une mine de cuivre, une mine d'or. Une mine de fer, dans une tonne de minerai, il y a 400 kg de fer. 300-400 kg de fer, d'accord ? Donc 30 à 40%, c'est du fer. Le reste, c'est l'oxygène, en l'occurrence. Si vous prenez une mine de cuivre, la même tonne de minerai, vous allez avoir seulement 10-20 kg de cuivre. 1 à 2% de concentration. Si vous prenez une mine d'or, vous allez tomber à 1 à 3 grammes d'or par tonne de minerai. Donc vous voyez, 400 kg, 10 à 20 kg, 3 grammes. Pourquoi est-ce qu'on peut se permettre d'aller chercher de l'or à 1 gramme ou 2 grammes de concentration dans une mine? C'est parce que vous, consommateurs, vous êtes prêt à payer l'or plus cher au kilo que le cuivre, et on est prêt à payer plus cher au kilo le cuivre que le fer. D'accord ? Donc, si on est prêt à monter en prix ici, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite géologique. C'est-à-dire que si vous interrogez un spécialiste, un géologue, il vous dira que, il suffit que le prix monte, donnez-moi les moyens d'aller le chercher, payez-moi ce qu'il faut, et moi j'irai vous chercher quelque part les 20 000 milliards de tonnes. J'exagère parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'aller chercher tout ça d'une part, et il y a des endroits où c'est bien plus concentré de toute manière que dans la terre de votre jardin. Voilà. Alors, au passage, cette limite-là, dans l'énergie, ça ne marche pas. D'accord ? Dans l'énergie, ça ne marche pas parce qu'il faut être capable, même si vous êtes prêt à payer très 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 cher votre baril de pétrole, il faut que ce que vous allez injecter comme énergie pour extraire votre baril de pétrole, ça vous rapporte plus que ce que vous avez injecté. Sinon, vous êtes un peu marron, d'accord ? C'est pas possible. Dans l'or, ça m'est égal. Je peux injecter autant d'énergie que je veux. Je peux mettre toute la machinerie en place pour aller chercher des choses qui sont de plus en plus profondes, de plus en plus complexes. J'ai pas de limite. Dans l'énergie, j'ai une limite. Ça s'appelle le retour sur investissement énergétique. C'est-à-dire, si je mets un baril de pétrole, je vais en récupérer plus que 1. Ok ? Il faut savoir que dans l'énergie, ce truc-là est un problème parce que on est en train justement de dégrader la qualité de l'énergie, c'est-à-dire que le pétrole qu'on produit aujourd'hui, il est plus complexe à produire que celui qu'on produisait il y a 50 ans, ou plutôt que celui qu'on a découvert il y a 50 ans, c'est-à-dire qu'au Moyen-Orient, pour produire en Arabie Saoudite, j'injecte 1 à 2 barils de pétrole. Quand je dis j'injecte, c'est-à-dire que j'ai besoin de brûler 1 à 2 barils pour creuser le puits, on va faire ça simple, et pour l'extraire, et ça va me rapporter 100. Je mets 2, ça me rapporte 100. D'accord ? Si je suis au large du golfe du Mexique en eau super profonde ou au large du Brésil, il faut que j'injecte 20 pour récupérer 100. D'accord ? Je suis passé de 2 à 20. Et si je suis au Canada dans les sables asphaltiques, dans les sables bitumineux de l'Athabasca, il faut que j'injecte 35 à 50 pour récupérer 100. Donc vous voyez qu'en fait, on a une dégradation comme ça du taux de retour sur investissement énergétique. Et donc à un moment,
quel que soit le prix, j'ai une limite. C'est-à-dire que c'est pas possible d'injecter plus pour récupérer plus. À un moment, ça marche plus, autant rien faire, ça me rapportera autant. D'accord ? En minier, il n'y a pas ce problème-là. Okay ? Alors cependant, du coup, donc les géologues vous diront toujours qu'il n'y a pas de problème. Cependant, il faut quand même voir que, parce que nos ancêtres n'étaient pas stupides, nos ancêtres qui ont commencé par taper dans le stock il y a quelques milliers d'années, ou quelques centaines d'années en fonction des métaux, avec des pioches, des ânes, du bois pour brûler la terre, etc., faire éclater la roche, ils ont commencé par taper dans les ressources qui étaient les plus concentrées, les plus riches, d'accord ? L'homme du néolithique, il ne serait pas passé à l'âge du cuivre ou à l'âge du bronze s'il n'avait pas trouvé du cuivre natif, c'est-à-dire des trucs qui sont à 100% de concentration. Okay ? Et puis rapidement, on va descendre comme ça en concentration parce qu'on va taper dans le stock le plus intéressant, le plus riche. Et on va avoir ce phénomène-là qui est que chaque année, si vous voulez, il y a quelques milliers, on va dire, il y a quelques milliers de mines dans le monde, de mines industrielles, de tous les métaux différents. Chaque année, il y a des mines qui ferment, elles s'épuisent au sens de la réserve, c'est-à-dire qu'il y a peut-être encore des choses, mais c'est plus exploitable à technologie actuelle, à prix actuel, où il n'y a plus rien. Et on va rouvrir d'autres mines. Ces autres mines, elles vont permettre de remplacer les mines qui ferment, ou elles vont permettre d'accompagner la croissance. On verra tout à l'heure, je vous montrerai quelques courbes de croissance de la production. Et les mines qui ouvrent, elles ont une concentration moindre que les mines qui ont fermé. D'accord ? C'est logique. Parce que de la même manière que nos ancêtres ont tapé dans le stock le plus riche, les entreprises minières d'aujourd'hui, les grandes multinationales, etc., si elles ont le choix entre mettre en exploitation deux zones, mais il y en a une qui leur rapporte plus que l'autre pour la même quantité de salaire, de camions, d'énergie, etc., d'investissement, je vais aller exploiter celle qui est la plus riche. D'accord ? Donc logiquement, en fait, il y a une espèce de courbe comme ça, et on suit une courbe de baisse de concentration pour pas mal de métaux, pour le cuivre, pour le nickel, pour le plomb, il y a pas mal de choses comme ça. Alors pour vous donner un ordre d'idée, par exemple le cuivre, la production assez classique, il y a encore des mines à ce niveau-là, on est plutôt à 1-2% de concentration au milieu du siècle dernier. Aujourd'hui, les nouvelles mines qui ouvrent sont à 0,5. Donc là où il fallait remuer, on va dire, 50 tonnes de roche pour produire une tonne de cuivre, aujourd'hui je remue 200 tonnes de roche pour récupérer cette même tonne de cuivre. D'accord ? Et on a cette courbe-là qui est valable sur beaucoup de métaux. Pas tous, mais beaucoup. Alors ça, on a dit, c'est pas grave. Il faut juste mettre plus de moyens et payer. Sauf que, évidemment, il va falloir que je mette plus d'énergie. Imaginez, s'il faut que je remue 200 tonnes de roche pour récupérer une tonne, là où je remuais 50 tonnes hier et 25 tonnes avant-hier, je vais consommer plus d'énergie. Ou bien, je vais être à la même concentration, c'est possible, mais il va falloir que je descende en profondeur. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, au début, vous savez que plus on descend en profondeur, plus la température augmente, donc ça devient plus compliqué, mais c'est possible. Et à ce moment-là, on va faire ce qu'on appelle des méga-mines, des mines énormes qui vont aller extraire beaucoup plus de roches. En l'occurrence, elles vont être souterraines. Elles vont pas être en open pit là, comme celle-là. Et on va les mécaniser parce qu'en fait, on ne peut pas mettre des gens à 3000 mètres sous terre si c'est pas, pour des questions de température, etc. Donc, à ce moment-là, on va avoir besoin de plus d'énergie aussi pour extraire cette quantité. Alors pendant ce temps-là, l'énergie, elle est moins accessible. On a vu tout à l'heure la question de la dégradation du taux de retour sur investissement énergétique qui fait que les énergies fossiles, en tout cas, sont plus difficiles à extraire. Et donc ça consomme plus de métaux. D'accord ? Parce que vous imaginez bien que si j'inverse le truc, tout à l'heure, on est en train de dire j'ai besoin de tant de tonnes, j'ai besoin de tant de pétrole pour extraire 1 kilo de cuivre, mais à l'inverse, pour produire du pétrole, il me faut aussi du cuivre ou du métal ou des choses comme ça. Et vous imaginez bien que si c'est un simple puits en Arabie Saoudite, ou si c'est une grande plateforme offshore avec sa noria d'hélicoptères, de bateaux, ses pipelines, etc., je ne vais pas consommer la même quantité de métal pour produire le même baril, de pétrole. Et donc c'est vrai sur les énergies fossiles, mais c'est vrai aussi, et c'est ça la mauvaise nouvelle, sur les énergies renouvelables. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, parce qu'elles sont plus intermittentes, parce qu'elles sont moins concentrées, elles vont requérir plus de métal, alors plus d'acier, plus de cuivre, un certain nombre de choses comme ça, pour chaque unité d'énergie produite, pour chaque kilowattheure produit. D'accord ? Et malheureusement, ça va même utiliser, en fonction des technologies, des métaux plus rares, des trucs qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, mais qu'on utilise maintenant. Alors vous avez un exemple ici. Donc vous voyez, par exemple, dans les panneaux solaires, un panneau solaire, c'est quoi l'enjeu ? C'est d'essayer d'avoir le rendement énergétique le meilleur, c'est-à-dire de convertir la plus grande partie possible de l'incidence solaire en énergie. Pour faire ça, en fait, on va doper les simples panneaux en silicium
avec des trucs un peu bizarres. Alors il y a la technologie CIGS par exemple, donc c'est sélénium, gallium, voilà, vous avez la technologie cadmium-tellure, enfin vous avez plein de choses. Et même dans les panneaux, quand on dit un panneau solaire au silicium, en fait il n'y a pas que du silicium dans un panneau solaire au silicium, il y a des contacteurs en argent ou à cuivre, enfin il y a plein de choses comme ça. Il va falloir redresser le courant parce que vous produisez du courant continu, il faut le transformer en alternatif, donc vous allez avoir des bobinages de cuivre, etc. Et tout ça va augmenter l'intensité matérielle de votre production d'énergie. Donc pour résumer cette partie un peu longue, un peu chiante, je sais, mais voilà, c'est la dotation initiale. En gros, si on n'avait qu'un problème d'énergie et de climat, parce qu'on a un problème d'énergie et de climat, comme vous le savez, si on n'avait qu'un problème d'énergie et de climat, et qu'on n'avait pas de problème de ressources, on pourrait faire ce qu'on appelle la troisième révolution industrielle, mettre des panneaux solaires partout, des éoliennes, plein de choses comme ça, des pompes à chaleur, que sais-je, de la géothermie. Et voilà, on viendrait décarboner l'économie et la production d'énergie, et ça serait qu'une question, à la limite, de volonté politique, de questions économiques, financières, comment est-ce qu'on fait ça? C'est d'ailleurs le débat qui a eu plus ou moins lieu à la COP21 et ailleurs. Et donc, voilà, entre guillemets, on n'aurait pas de problème. Si on n'avait qu'un sujet, mais le problème c'est qu'on a un sujet de ressources en parallèle. Okay, si on n'avait qu'un sujet de ressources, c'est-à-dire qu'effectivement on tape dans le stock et il y a une baisse de la concentration, oui, mais qu'on avait accès à une énergie infinie, je ne sais pas, la fusion ou autre, bon, on n'aurait pas de problème non plus. On confie le boulot aux géologues et puis ils vont nous ouvrir des mines de plus en plus profondes, de plus en plus compliquées, mais on n'a pas de problème d'énergie. Le problème, c'est que ça ne marche pas puisqu'on est aussi contraint sur l'énergie. Donc on a une espèce de cercle vicieux, représenté par le graphe ici, où voilà, j'ai de moins en moins d'énergie et pour ça il me faut de plus en plus de métaux, et j'ai de moins en moins de métaux et pour ça il me faut de plus en plus d'énergie. Okay, et donc les deux phénomènes interagissent un peu l'un avec l'autre. Et en gros, c'est parce que le mur arrive un peu en même temps, ou le mur, ou je sais pas, ou le chemin à grimper, que ça devient problématique. Bon. Alors, qui plus est, évidemment, tout ça, alors, après, il n'y a pas de question de dire, sur Internet, des fois, on trouve des trucs un peu bizarres avec, on va tomber en panne d'indium dans 8 ans, et puis on va tomber en panne d'aluminium dans je sais pas combien. C'est des trucs, vous avez compris, ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, on divise des réserves par une production annuelle, mais les réserves, elles bougent, on a vu tout à l'heure, dans tous les sens, en fonction du prix, en fonction de la techno, en fonction de ce qu'on trouve. Et puis évidemment, la production, elle aussi, elle bouge. Alors en général, elle bouge plutôt dans le sens d'ailleurs à augmenter. Vous voyez ici, ça c'est on va dire, c'est l'urbanisation et l'industrialisation de la Chine et de l'Inde derrière. Et puis en fonction des métaux, vous voyez là, j'ai pris le plomb par exemple. Le plomb, ça sert quasiment plus exclusivement que dans les batteries de voitures. Donc là, c'est la motorisation de la Chine qu'on voit décoller un peu plus tard, après dans la décennie 2010. Alors c'est vrai sur les petits métaux aussi, hein, tous ces métaux de spécialité un peu bizarres. Ils ont même des taux de croissance souvent qui sont aussi impressionnants ou plus impressionnants que les grands métaux. Alors pourquoi? Alors c'est voilà, l'indium, vous voyez, l'indium ça a décollé, alors je crois que ça doit être 2004. C'est la Coupe du Monde de foot, parce qu'en fait c'est le moment où les gens se sont équipés avec des écrans plats, et donc l'indium ça sert dans tout ce qui est technologie en fait d'écran plat et technologie tactile, c'est l'oxyde d'indium éteint. Bon, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Il y a le ruthénium qui explose parce que ça sert dans les disques durs, et les disques durs, donc c'est dans les centres de données. Donc tous les trucs, je ne sais pas, Facebook, Twitter et compagnie, il faut stocker de la donnée. Et donc on ouvre des data centers et donc ça fait exploser la quantité de ruthénium, etc., etc. Le cobalt dans les batteries, tout ce qui est batterie électronique. Le tantal, le tantal, ça sert à faire des microcondensateurs, donc les petits trucs qu'il y a dans vos téléphones, etc. Ça utilise du tantal. Donc ça a fait exploser un peu tous ces métaux de spécialité. Il y a des espèces de coups comme ça, de semonces qui arrivent sur les marchés. Bon, alors une fois qu'on a dit ça, il y a quand même il y aura plus trop de graphes là, c'est bon, il faut pouvoir se détendre, il n'y a plus que des photos. Il y a une grosse différence quand même. Donc vous avez compris que donc il y avait la question de l'énergie et des métaux. L'énergie et les ressources sont intimement liées. Ils ont besoin l'un de l'autre, mais il y a une énorme différence. Donc j'ai fait une petite escroquerie intellectuelle en vous faisant peur peut-être avec cette question des ressources. L'énorme différence qu'on a entre l'énergie et les métaux, c'est que l'énergie, je l'extrais de la croûte terrestre et je la brûle. D'ailleurs, si j'en brûle un peu trop, j'ai un problème puisque après j'ai un sujet climatique. Les métaux, eux, ils disparaissent pas. Quand si j'ai extrait ma tonne de cuivre, elle a été sortie de la lithosphère, de la croûte terrestre, et elle n'a pas disparu, elle n'a pas rejoint l'atmosphère, elle a rejoint
l'humanosphère, la technosphère, l'anthroposphère, enfin appelez-la comme vous voulez, elle est là dans les câblages de nos produits, de nos objets, de nos machines à laver, de nos voitures, de nos avions, de nos bâtiments. D'accord ? Donc en fait, ce n'est pas une question tellement de flux, enfin il y a une question de flux, mais il y a aussi une question de stock. Donc on pourrait se dire, quand on a vu les courbes tout à l'heure, qui étaient juste explosives, parce qu'évidemment on ne peut pas maintenir des taux de croissance comme ça à l'infini, en fait on pourrait dire, c'est juste une espèce d'accélération qui était nécessaire pour faire une espèce de dotation initiale pour l'humanité, hein, c'est-à-dire qu'on pourrait dire chaque humain sur Terre il a besoin de, je ne sais pas, X tonnes de fer, tant de kilos d'aluminium pour ses canettes à recycler chaque semaine, tant de cuivre, tant d'indium pour son écran plat, etc. Et une fois qu'on aura extrait tout ça, une bonne fois pour toutes, entre guillemets, à ce moment-là on va faire de l'économie circulaire et on va recycler à l'infini, puisque les métaux, l'avantage par rapport au plastique, vous savez, c'est que c'est recyclable à l'infini, enfin ça ne perd pas de ses caractéristiques quand on va recycler. Si je refonds un kilo de cuivre et je refais du cuivre, je n'aurai pas perdu en caractéristiques. Okay, donc, bon, c'est pour ça que du coup il y a Crésus, enfin vous savez, Crésus c'est donc c'est le premier roi à avoir, vous savez, il a basé sa richesse sur le Pactole, c'est une petite rivière qui coule en Lydie, là, donc en Turquie actuelle. C'était le premier à monétiser de l'or. Donc vous savez qu'on a produit à peu près 160 000 tonnes d'or depuis 6 000 ans qu'on extrait plus ou moins de l'or. Et sur ces 160 000 tonnes d'or, il y en a encore 90% qui sont disponibles dans les stocks. Alors pas chez moi, mais peut-être chez vous, chez votre grand-mère. En l'occurrence, je crois qu'il y en a 2 tiers, me semble-t-il, dans les banques centrales, et puis le reste chez les particuliers. Donc vous avez peut-être autour de... Donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on a encore 90% de disponible ? Parce que l'or, c'est facilement reconnaissable, c'est cher. Donc, pendant très longtemps, on a récupéré l'or et on n'enterrait pas quelqu'un avec ses dents en or, mais on lui arrachait avant, si vous voulez, je rentre dans les détails. Voilà. Donc, vous avez peut-être autour du cou, je ne sais pas quoi, de l'or du Pactole, mais sans doute, il y a peu de chance, parce que comme la production a été exponentielle là aussi, il y a plus de chances qu'il ait été extrait d'Afrique du Sud il y a 10 ans, ou qu'il ait été extrait de Californie au siècle dernier. Bref. Donc l'économie circulaire. Alors le problème, c'est que l'économie circulaire, en fait, fonctionne très très mal. Le recyclage fonctionne très très mal. Il y a des limites techniques, sociétales, économiques à ça, et on va essayer d'expliquer ça. Alors, en gros, il y a deux gros problèmes et un petit. Alors, je vais commencer par le petit. Le petit, c'est que il n'y a pas de processus physique qui a un rendement de 100%. Ça n'existe pas. Il y a toujours une petite perte. Hein. Donc ça, on pourrait dire, on résume ça avec le deuxième principe de la thermodynamique, l'entropie. Hein. C'est-à-dire, si je refonds un lingot d'aluminium, je vais en perdre un petit peu. Alors évidemment, perdre, ça ne veut pas dire qu'il a disparu. Rien ne se perd, rien ne se crée, on est d'accord. Les éléments ne font pas de la transmutation. Simplement, il va y avoir de la perte au feu, ça va partir dans des filtres, ça va partir dans la nature, ça va être vaporisé, que sais-je. Alors là, c'est un exemple. Alors, cette perte, elle peut avoir lieu pendant le recyclage, mais elle peut avoir lieu pendant la phase d'usage. Alors, ici, vous avez... donc ça, c'est un rétameur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un rétameur. Donc, un rétameur, il venait rétamer la vaisselle étamée. Donc, étamée, ça veut dire couvert d'une couche d'étain. Donc, c'est de l'acier couvert d'une couche d'étain. Ça servait à la vaisselle autrefois. Alors, l'étain, ça a un point de fusion très bas. C'est 200, je ne sais plus combien, 52 degrés, je crois. Donc, vous pouvez l'obtenir assez facilement avec un simple soufflet ici. Et donc, au bout d'un moment, votre vaisselle, votre étain, à force de faire la vaisselle et de frotter, il partait. Hein, si vous, voilà, les pièces de monnaie, si vous les frottez un peu, il y a quelques peut-être nanogrammes, je ne sais pas, qui finissent par partir. Ça va partir dans le robinet, ça va partir dans la mer. Donc ça va être infiniment dispersé. Donc le rétameur, qu'est-ce qu'il faisait ? Il venait et puis replongeait la vaisselle dans l'étain. Donc en gros, si vous entendez des trucs en disant on peut recycler à l'infini, non, on ne recycle jamais à l'infini parce qu'il y a toujours un taux de perte minimal. Alors, ce taux de perte minimal, ce n'est pas très grave parce qu'on pourrait atteindre, je ne sais pas, 99% de recyclage ou 99,9% de recyclage, enfin un truc qui serait parfaitement agréable par rapport au taux actuel. Ça, c'est les taux actuels. Vous voyez, tout ce qui est en dessous de 1, tout ce qui est rouge ici, c'est des métaux qui sont recyclés à moins de 1%. Ouais, donc moins de 1%, avant d'atteindre 99%, il y a de la marge de progrès. Et puis quand bien même dans les grands métaux, vous voyez les métaux qui sont au-dessus de 50%, où on trouve soit des métaux, vous voyez l'or est ici, hein, évidemment, ou le platine, hein, d'autres trucs un peu précieux. Mais même des grands métaux, je ne sais pas, qui sont recyclés par exemple à 50%, 50% c'est un taux de recyclage qui est pas mal. Si vous passez à 99% de taux de recyclage, vous avez multiplié par 50 la réserve. D'accord ? Parce que vous passez, au lieu de prélever 50, vous n'avez plus prélevé que 1. Donc ça serait déjà fabuleux. Donc le phénomène de la thermodynamique, c'est pour se faire plaisir, mais ça serait déjà très bien. Alors pourquoi est-ce qu'on atteint des
des taux de recyclage aussi désastreux et aussi bas, et pourquoi on ne fait pas mieux alors qu'on sait qu'on a potentiellement un sujet sur les ressources. Alors à cause de deux autres phénomènes. Le premier, c'est le fait qu'on n'utilise pas tous les métaux sous leur forme pure. On les utilise sous forme mélangée, sous forme d'alliage. Des milliers d'alliages différents. Et évidemment, quand vous allez arriver en fin de vie, vous n'allez pas avoir des milliers de poubelles différentes qui vont faire que vous allez stocker tel type d'acier au nickel, d'acier inox au nickel et au chrome dans telle boîte, etc. Donc vous allez en fait mélanger tout ça, pour faire simple, et vous allez broyer, vous allez faire un gros tas comme ça, et vous allez envoyer ça dans un four électrique, et vous allez refondre l'acier. Alors votre portière de voiture, qui contenait peut-être une dizaine d'éléments différents, du vanadium, du tungstène, du molybdène, du niobium, des trucs un peu bizarres comme ça qu'on a extrait des mines et qu'on a mis pour amender les aciers, pour leur donner des caractéristiques meilleures, mais en fait après ils vont être recyclés un peu n'importe comment, avec d'ailleurs des petits bouts de cuivre qui viennent des rétroviseurs, des petits morceaux de terre rares pour le moteur aussi et je sais pas quoi. Et tout ça va être mélangé et va donner un acier de bas de gamme qui va d'ailleurs être utilisé dans le bâtiment la plupart du temps, c'est-à-dire faire des ronds à béton du bâtiment. D'accord ? Donc en gros vous avez physiquement, vous allez recycler. D'ailleurs, physiquement, vous allez être parfaitement en règle avec la réglementation européenne, par exemple, qui vous demande d'atteindre un taux de recyclage en poids. Donc physiquement, c'est recyclé. Mais fonctionnellement, votre atome de vanadium ou de niobium qui était dans cette portière de voiture et que vous avez extrait à un moment d'une mine au Brésil, eh ben, il va terminer dans un rond à béton. Et il sera évidemment jamais récupérable. Il faudrait y mettre une énergie infinie pour aller le réextraire, de la même manière que tout à l'heure, mon atome d'étain qui était sur ma vaisselle était parti dans l'océan et serait théoriquement récupérable, mais là aussi, il faudrait que j'y mette une énergie infinie pour filtrer l'océan et récupérer. D'accord ? Ce phénomène est juste majeur. C'est ce qui bloque en grande partie la capacité à monter en taux de recyclage, et notamment quand on va arriver dans la question de tout ce qui est high-tech, de toutes les nouvelles technologies, de toute l'électronique. Vous allez avoir des dizaines de métaux différents, une quarantaine, une cinquantaine dans un smartphone, en quantité absolument minuscule. Et en fait, vous n'allez pas savoir récupérer ça correctement. Vous allez donc le broyer, vous allez mélanger des produits, plus ou moins en récupérer quelques-uns par pyrométallurgie, mais vous n'allez pas pouvoir tout récupérer et plutôt très mal. Voilà. C'est ça qui explique que les métaux qu'on voyait tout à l'heure, notamment les terres rares qui sont utilisées dans les nouvelles technologies, les trucs bizarres, sont recyclés à moins de 1% parce qu'on ne sait pas concrètement les récupérer. Le deuxième phénomène, c'est les phénomènes des usages dispersifs. C'est-à-dire que tous les métaux ne sont pas utilisés sous leur forme métallique, mais ils sont aussi utilisés sous forme chimique et dans plein d'objets où on ne va pas pouvoir récupérer la ressource en fin de vie. Alors là, vous avez plein de trucs. Vous avez par exemple, le métal qui est emblématique de ce point de vue-là, c'est le titane. Donc le titane, vous connaissez forcément le titane, donc c'est très bien recyclé, parce que c'est un produit qui est cher, c'est compliqué de fabriquer du titane métal, parce que c'est un point de fusion qui est plus de 2000 degrés. C'est utilisé surtout dans les aéronefs, donc en fin de vie, il y a des filières pour récupérer tout ça, ça marche très bien. Sauf qu'il n'y a que 5% du titane qui est utilisé sous sa forme métallique. 95%, c'est du dioxyde de titane, c'est le colorant blanc universel, qu'on trouve donc dans les cosmétiques, dans les dentifrices, dans les crèmes solaires, dans les peintures, dans les chemises, dans les tissus, dans le papier. Voilà. Donc, vous allez avoir, voilà, si vous imprimez une feuille en couleur, il y a de grandes chances pour que sur cette feuille, il y ait des particules métalliques, parce que le chrome sert à faire du vert et du jaune, parce que le molybdène sert à faire du orange, parce que voilà, vous allez avoir le cobalt sert à faire du bleu, etc. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais quand même, de plus en plus, maintenant parce qu'il y a aussi les missiles. La bouillie bordelaise, d'accord ? Le fongicide, c'est du sulfate de cuivre. Voilà. Donc vous faites de la vigne bio, vous allez mettre du sulfate de cuivre sur votre terre agricole. Donc c'est un usage dispersif immédiat et ultime par définition, qui d'ailleurs va au bout d'un moment pas faire plaisir aux vers de terre, puisque le cuivre va s'accumuler dans le sol. Voilà. Donc ça c'est pas si anecdotique que ça. Il y a pas mal de métaux industriels où on va trouver 5, 10, 15, 20, 25% comme ça d'usage non récupérables parce qu'ils sont dispersifs, ils sont dissipatifs. Okay ? Voilà, donc ça c'est le vrai cercle vertueux du recyclage. Le vrai recyclage, c'est ça. Hein. C'est-à-dire je pars d'ici, je vais en perdre une partie dès le début, parce que par la nature même de la manière dont j'ai utilisé ma ressource. Puis ensuite, je vais quand même faire un peu de perte, parce que évidemment,
messieurs, vous n'avez pas, je sais pas, des poubelles à lame de rasoir pour vos lames de rasoir. Peut-être quand vous jetez du papier à la poubelle, il y a une agrafe dessus qui est en cuivre ou en je sais pas quoi et que vous n'allez pas détacher et mettre dans la poubelle à agrafe, etc. Donc il y a quand même un peu de perte mécanique, même si on est des bons citoyens avec le bon geste. Et puis ensuite, on va retrouver la perte fonctionnelle dégradée. C'est-à-dire, oui, j'ai physiquement recyclé, mais je l'ai pas bien recyclé et donc je ne pourrai plus jamais l'utiliser. Okay. Alors si on prenait, je sais pas, un métal hyper standard, le nickel, pas mal utilisé dans le bâtiment, ça sert à faire toutes les barres inox, etc. C'est facile de reconnaître un produit en nickel, hein, c'est un acier inox, c'est simple. Donc et c'est cher. Et il y a une filière spécifique, c'est-à-dire que pour le coup, chez les ferrailleurs, vous avez les aciers inox et les aciers carbone. Et bien, le nickel, vous avez à peu près, il y a peut-être 1% d'usage dispersif, ça sert dans le textile notamment, bon, peu importe. Vous avez à peu près 30% qui ne réapparaît pas, qu'on ne sait pas, voilà, il ne revient pas par rapport à la durée de vie des produits, il ne revient pas comme il devrait devenir. Et puis il y a 70% qui est recyclé, mais dans les 70% recyclés, il y en a 15% qui vont terminer dans les ronds à béton, et seulement 55% qui vont remonter. Ouais. Donc ça va très très vite, parce que même 55% qui est un très bon taux de recyclage, il n'y en a pas beaucoup qui atteignent tellement plus, il y a le plomb, il y a le cuivre, des choses qui sont un peu spécifiques, qui ne sont pas utilisées dans des alliages. Mais 55%, si vous faites tourner 3 fois le cercle, 3 fois 10 ans par exemple pour une voiture, ben vous allez tomber à 0,17, 0,55 au cube. Donc 0,17, ça veut dire que vous avez perdu 83% du nickel que vous aviez extrait de la croûte terrestre à un instant T. Vous l'avez perdu en l'espace d'une génération humaine. Okay. Bon, un dernier point, mais bon, c'est juste anecdotique, on pourrait rentrer dans ça, c'est la question de dire oui, mais à la limite, oui, d'accord, on va peut-être tomber en panne de tel ou tel produit, mais finalement, peu importe. Enfin, on peut toujours trouver des solutions pour substituer. Et c'est vrai d'ailleurs que l'industrie, l'innovation permet, quand il y a des prix par exemple qui montent d'une ressource, il y a un moment, il y a le platine qui s'était complètement envolé, et ben dans les pots catalytiques, il y a une partie des pots catalytiques des voitures qui ont été passés en palladium, qui avaient aussi des propriétés de catalyse, et puis qui étaient moins chères. Voilà, donc il y a toujours finalement, face au signal prix, le marché et l'innovation technique permettent de s'adapter. Alors c'est vrai jusqu'à un certain point. Là, j'ai listé un exemple de quelques métaux où ça sera vraiment très 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 difficile de s'en passer. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ça sera quand même pénible. Donc le cuivre pour tout ce qui est application électrique, bon, le nickel et le chrome sur les aciers inox, j'en ai parlé. Alors vous n'êtes pas obligé de faire des aciers inox, vous pouvez lutter contre la corrosion d'une autre manière, quoi, hein. Vous pouvez peindre, vous pouvez, voilà, il y a toujours des solutions, mais voilà. L'étain dans la soudure, donc dans la soudure électronique, tous les petits points que vous avez sur les cartes électroniques, mais aussi la soudure du plombier. Alors, il n'y a pas. Pourquoi ? Parce que son point, comme je disais tout à l'heure, son point de fusion est très bas, donc il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui permettent de souder. Il y a le plomb, mais le plomb, lui, il pose après dans votre poubelle d'autres problèmes sanitaires. Donc, le plomb a été banni ces dernières années des produits électroniques. Voilà. La catalyse, le platine dans la catalyse. Si vous n'avez plus de platine, vous n'avez plus de nitrate, par exemple, donc vous n'avez plus d'engrais pour l'agriculture. Alors, il y a encore un siècle de réserve, donc vous excitez pas, mais voilà. Le tungstène, voilà, le cobalt dans la chimie, etc. Bon. Alors, du coup, dernière mauvaise nouvelle, après on passe à la partie solutions possibles, c'est que du coup, tout ce qu'on appelle, une grosse partie de ce qu'on appelle croissance verte, toutes les innovations technologiques qu'on nous propose pour lutter par exemple contre le changement climatique, eh ben, elles aggravent les phénomènes dont je viens de parler, usage dispersif ou complexité des produits. Alors pourquoi ? Deux exemples ici, la voiture et le bâtiment. La voiture, qu'est-ce que vous essayez de faire dans une voiture ? Vous essayez de faire en sorte qu'elle émette de moins en moins de CO2. Hein, c'est quand même l'idée au départ. Sauf que vous ne voulez pas toucher à l'ensemble des caractéristiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit toujours aussi confortable, qu'elle roule toujours aussi vite, qu'elle s'encastre toujours aussi bien dans un 38 tonnes en essayant de conserver la vie des passagers. D'accord ? Donc elle a des caractéristiques techniques sur lesquelles vous ne voulez pas revenir. Mais vous voulez qu'elle émette moins de CO2. Pour faire ça, vous n'avez pas 36 solutions, il va falloir que vous allégiez la voiture. Mais pour alléger la voiture tout en lui conservant ses caractéristiques techniques, il faut faire un acier de plus haut de gamme. Vous allez faire des portières ou je sais pas quoi, plus légères, plus fines, et vous allez amender, vous allez rajouter des poutres de parapluie supplémentaires pour faire des aciers de plus en plus technologiques qui vont effectivement permettre d'abaisser le poids de la voiture, mais qui vont consommer, qui vont être une ponction dans les ressources non renouvelables à côté. Dans le bâtiment, qu'est-ce qu'on a ? Alors déjà, l'équivalent de la voiture, il y a eu 38 tonnes dans le bâtiment, c'est le confort.
hein, on va dire c'est la température de consigne, le chauffage, la climatisation, etc. Mais vous voulez que votre bâtiment, il émette moins. Alors là, pour ça, vous connaissez bien, vous allez faire de l'isolation. Et ben dans les isolants, il y a des trucs un peu bizarres, avec des nanomatériaux qui peuvent contenir des ressources. Dans les verres faiblement émissifs, vous allez trouver par exemple de l'oxyde d'indium-étain, le même que vous avez dans vos écrans plats de smartphone. Donc, et là, pareil, ça va être compliqué à récupérer, à recycler en fin de vie. Et puis vous allez électroniciser votre bâtiment. C'est-à-dire que quand vous regardez ce que sont les bâtiments ultra high-tech à énergie positive ou autre, en fait, vous allez le barder de capteurs, de petits servomoteurs, de trucs qui vont bouger les stores en fonction de l'ensoleillement, qui vont suivre la course du soleil, etc. Donc vous allez enrichir, vous allez faire de la gestion technique du bâtiment, etc., programmer, vous allez enrichir le contenu électronique de vos bâtiments, et en l'enrichissant, vous allez aussi enrichir le contenu en ressources, et en ressources qui seront très difficilement recyclables derrière, parce que, vous avez compris, qui dit électronique dit problème de recyclage. Okay. Alors c'est vrai, évidemment, la Smart City, etc., on va venir remplacer des métiers humains par des machines, on va venir mettre des réseaux, des Wi-Fi partout, tout ça, ça va consommer de la ressource. Ok ? Alors, conclusion intermédiaire, ça me permet de regarder l'heure. Voilà, donc, en gros, la conclusion intermédiaire, c'est de dire le bon temps des ingénieurs faiseurs de miracles est terminé. C'est-à-dire qu'il y a toujours des solutions pour répondre à la pénurie. Il y en a toujours eu jusqu'à présent. Hein, donc c'est un peu le truc de dire, on a toujours trouvé, pourquoi on ne trouverait pas cette fois-là ? On ne trouvera pas cette fois-là parce qu'on a un risque systémique d'être rattrapé par la patrouille sur cet effet un peu énergie et métaux. D'accord ? Du coup, c'est désagréable, mais il ne faut pas espérer une sortie par le haut technologique. C'est-à-dire, je trouve des solutions technologiques qui me permettent à la fois de faire l'hyperloop, là, Paris-Marseille en 32 minutes, et de conserver le climat et les pandas. Hein. Il faut choisir un moment entre les trois. Alors, on a plus ou moins choisi d'ailleurs. Et donc, l'autre question, c'est de dire que voilà, entre ce qui va arriver, les taux de croissance projetés, le besoin de la demande d'un côté, et la restriction de l'offre qui finira par arriver, on a un fossé qui est trop grand. Il va falloir travailler, non pas juste du côté de l'offre, mais aussi du côté de la demande. Voilà. Okay. Donc ça ne dit pas qu'il ne faut pas des ingénieurs, ou je ne sais pas quoi, ou des architectes, ou ce que vous voulez. Ça ne dit pas qu'il ne faut pas d'innovation, ça ne dit pas qu'il ne faut pas de l'intelligence, mais pas celle qui a prévalu jusqu'à présent, et qui nous a amené dans la panade où on est. Alors du coup, c'est ça qui m'a amené à ce sujet des low-tech. Donc low-tech, ça ne veut rien dire, hein. C'est juste un pied de nez au high-tech. Vous avez compris le point de départ, c'est-à-dire plus c'est high-tech, plus ça sent mauvais pour la question des ressources et de leur recyclabilité. Et donc, c'est un espèce de truc pour dire, voilà, les low-tech, il faut faire le contraire des high-tech, il faut faire les low-tech. Alors, il n'y a pas de labellisation en low-tech, il n'y a pas de, je sais pas quoi, ça, pas encore, peut-être un jour, mais non, je plaisante. Mais donc, les low-tech, c'est juste une démarche, et de se dire, attention, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Et donc, moi, je la résume maintenant avec trois phrases, en fait, c'est de dire, qu'est-ce que je produis, pourquoi je produis, qu'est-ce que je produis et comment je produis. Voilà. Pourquoi, quoi, comment. Alors, pourquoi, c'est la question de dire justement la meilleure ressource, puisque à chaque fois, quelle que soit la qualité du recyclage, à chaque fois que je vais injecter une ressource dans la technosphère, on va dire, je vais en perdre une partie. Donc si je veux en perdre le moins possible, l'idée c'est d'en injecter le moins possible. Donc la meilleure solution, c'est la sobriété, on pourrait dire. Alors sobriété intelligente, alors qui est potentiellement liberticide. Hein. Vous voyez, j'ai pas mis ma veste kaki, écolo kaki, crypto, je sais pas quoi aujourd'hui, mais en fait c'est de dire voilà, qu'est-ce que je peux faire intelligemment pour arrêter cette gabegie de ressources. Alors du coup, bon, je me suis amusé c'est un truc, j'ai appelé ça la matrice écolo-liberticide, parce que j'ai travaillé longtemps dans le conseil, et dans le conseil, ils aiment bien les matrices, avec un axe dans chaque sens. Donc là, c'est en gros de dire, ça c'est très dur à faire, ça c'est facile à faire, et puis ça c'est pas très utile, ça c'est super utile. Voilà. Alors je vous prends un ou deux exemples comme ça pour vous donner à voir. On va dire par exemple, aujourd'hui, on imprime 1 million de tonnes de prospectus publicitaires en France. Donc il y a 1 million de tonnes de prospectus, vous savez, les trucs pour les supermarchés, qu'on bourre dans les boîtes aux lettres des gens, on n'a pas tellement besoin, qui vantent la promo saucisse barbecue du week-end. 1 million de tonnes, imprimées en couleur, tout, avec tous les métaux qui ne plaisent pas à Biwix. Donc, on n'en a pas besoin. Enfin, sociétalement parlant, pour dire, on n'en a pas besoin. Ça va peut-être mettre, je ne sais pas, 2 imprimeurs sur la paille, il faudra réfléchir à la reconversion des 18 employés, je ne sais pas quoi, mais globalement, on pourrait s'en passer. Donc ça, c'est le truc un peu facile, mais bon, qui ne rapporte pas grand-chose non plus. Bon.
Puis après, il y a des trucs plus compliqués. Voilà. On pourrait dire dans le bâtiment. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la sobriété dans le bâtiment? Alors on y reviendra tout à l'heure, mais la première question, c'est la température. Température de consigne. En fait, plutôt que faire un grand programme de rénovation thermique du bâtiment, qui va nous prendre peut-être un siècle ou plus au rythme actuel, qu'on n'arrive déjà pas à faire. Puis de toute façon, il y a plein de bâtiments qui ont été construits au 19e siècle, je sais pas quoi, et où les architectes des bâtiments de France vont nous dire non, non, on n'est pas d'accord pour les isoler par l'extérieur avec bardage métallique pour éviter les ponts thermiques. Vous voyez, en fait, on ne va pas pouvoir atteindre les, je ne sais pas combien, 25 kWh par mètre carré par an ou 50 kWh par an. Donc, la meilleure solution, c'est de baisser la température. C'est d'enfiler un pull et de baisser la température. C'est furieusement plus efficace d'isoler les corps que d'isoler les bâtiments. Ça paraît complètement dingue, mais c'est physiquement vrai. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, beaucoup moins cher, etc. Dans la voiture, alors la voiture, vous avez compris, la voiture propre n'existe pas. La voiture propre ne peut pas exister, puisqu'elle ne va pas être recyclée correctement, sa peinture métallisée va partir je ne sais pas où. Il y a du zinc dans les pneus qui se dépose à chaque kilomètre, elle émet quelques nanogrammes de platine au cul de son pot catalytique, donc la voiture propre ne peut pas exister, d'un point de vue de, quand bien même son énergie serait propre, d'accord ? Donc la voiture propre, c'est le vélo, parce que le vélo c'est beaucoup plus rapide, ça consomme beaucoup moins, une quantité beaucoup moins lourd, ça peut être beaucoup plus rapide aussi, cela dit. Ivan Illich l'avait bien montré dans les années 70, si vous intégrez le coût du prix de la voiture et de son assurance, etc. Bon, et surtout c'est increvable, vous voyez, la réparabilité de l'objet est beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Voilà. Mais en attendant de passer au vélo, parce qu'on imagine bien que l'urbanisation actuelle, enfin l'urbanisme actuel tout ne permet pas de tous sauter sur un vélo demain matin, sinon c'est la révolution, et bien ce qu'on peut faire, c'est baisser le poids et la vitesse limite des voitures. D'accord ? Si vous baissez la vitesse des voitures, mécaniquement, vous allez pouvoir baisser le poids, et très très vite, évidemment, puisque ce que vous avez besoin, c'est d'encaisser, enfin la tenue mécanique, etc., dépend de la vitesse. Alors vous allez me dire, mais c'est monstrueux, c'est gravement liberticide de faire ça, dire baisser le poids des voitures. Décider de baisser le poids des voitures, au 1er janvier 2018, puis il n'y a pas une voiture immatriculée à plus d'1 tonne, et puis au 1er janvier 2019, 990 kg, 1er janvier 2020, c'est liberticide. Évidemment que c'est liberticide. Et la société est liberticide. C'est comme ça. C'est le principe de vivre en liberté. Hein, c'est la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc, la société. Moi, si j'avais les moyens de m'acheter un char d'assaut d'occasion de l'armée française, ça coûte pas très cher, je ne peux pas le faire rouler sur autoroute ou sur le périph' parisien. C'est pas autorisé. C'est liberticide. Vous voyez ? Donc, à un moment, la puissance publique, elle a décidé, d'un point de vue, disons, réglementaire ou normatif, elle a décidé qu'il y avait des choses qui n'étaient pas supportables pour le reste de la collectivité. On pourrait demain décider que c'est la voiture de plus d'1 tonne. Vous voyez, ce n'est pas des choses qui sont forcément si compliquées que ça à faire. Enfin, j'en sais rien, mais c'est le fait de le vouloir. Bon, voilà, j'arrête là pour ça. Alors, le deuxième sujet, c'est une fois que j'ai décidé que j'allais quand même produire des choses, des machines à laver, je ne sais pas quoi, des vélos, il y a la question de dire comment je vais les concevoir. Donc, qu'est-ce que je fabrique ? Alors là, j'ai rien inventé, on va dire c'est de l'éco-conception, donc il faut faire des choses qui sont plus réparables, modulaires, réutilisables, etc., faciles à démanteler en fin de vie. Donc en gros, voilà, vous voyez, c'est de dire ça, c'est beaucoup plus facilement récupérable, réutilisable, et puis mon acier qui servait à faire le moulin ici, le lendemain, il va faire une portière de voiture, et puis le surlendemain, il refera une bêche ou je sais pas quoi, alors que ça, quand ça va arriver en fin de vie, ça va être extrêmement compliqué à recycler, parce que dedans il y a de l'électronique, parce qu'il y a du plastique, il y a des composites, il y a des trucs où je vais donc gâcher physiquement des ressources. Alors, l'éco-conception, ça va bien, simplement, mon sentiment, il faut faire une éco-conception plus, c'est-à-dire que si vous essayez d'éco-concevoir ça, par exemple, donc ça c'est le... Donc ça, plus personne là, je pense, parce que c'était le produit phare, quand j'ai écrit mon bouquin, c'était il y a 2 ans et demi, donc... mais ça c'est le Galaxy Samsung S4, à couper au montage, merci. Non, je fais. Donc ça, c'est la fiche technique du Galaxy Samsung S4. Voilà. Donc dedans, vous avez tout ça. Vous avez une station météorologique complète, hygromètre, thermomètre, etc. Vous avez... alors, je ne savais pas trop pourquoi l'accéléromètre et le gyroscope à 3 axes. Depuis, j'ai compris. C'est pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, parce que si je fais ça, ou si je fais ça, mon avion ne va pas tourner de la même manière. Donc, il faut un accéléromètre dedans. Donc, voilà. Non, mais il y a une raison au fait qu'il y a tout ça. Mais voilà. Même si vous voulez éco-concevoir ça, et faire un Fairphone qui peut jouer à Flight Simulator, quand ça va arriver en fin de vie, ça va être
extrêmement douloureux pour récupérer toutes les ressources, les 40 métaux qui sont dedans, parce que, voilà, c'est tout ça dans un volume qui est le plus petit possible, c'est-à-dire que la miniaturisation elle-même empêche le recyclage, parce que je fais des trucs de plus en plus petits, donc je me rapproche quelque part des usages dispersifs dont on parlait tout à l'heure. Okay. Bon, le dernier sujet, c'est le comment je produis. Donc là, je ne rentre pas trop dans le détail, parce que vous n'êtes pas destiné peut-être aux questions industrielles, mais donc vous avez peut-être entendu parler pourquoi une coquille Saint-Jacques. Alors là, ça va partir un peu dans le délire, donc accrochez-vous, mais coquille Saint-Jacques, parce que je ne sais pas si vous avez vu l'année dernière, il y a eu une polémique à l'automne 2014, je crois, sur les coquilles Saint-Jacques vides, qui sont pêchées, vous savez, puis on récupère la coquille. Et la coquille, ensuite, elle doit être lavée, parce qu'elle va être remplie, regarnie un peu de farce, poisson, goût crabe, quoi. Vous voyez les trucs qu'on achète en supermarché. Bon, donc il faut nettoyer la coquille, et le coquillage, si vous voulez, est vendu à part, et puis on nettoie la coquille pour le réutiliser. Et la coquille, elle fait l'aller-retour France-Chine pour être nettoyée. Ouais, donc c'est un espèce d'exemple. Il y a aussi des saucisses de boyaux de porc vides, des boyaux de porc vides qui font l'aller-retour France-Chine pour être nettoyés avant d'être regarnis de farce. Donc, si vous voulez, la conteneurisation et le prix du pétrole, la technique de la conteneurisation qui est extrêmement efficace en termes de transport, elle a créé une empreinte mondiale industrielle qui est assez étonnante. Et voilà, donc il y a des questions à se poser autour de ça. Et est-ce qu'il ne faut pas mieux reterritorialiser un certain nombre de choses? Bon, il y a la question de la place de l'humain. La place de l'humain, on est en train de parler d'un deuxième âge de la machine qui arrive. À la fois l'intelligence artificielle qui va venir prendre le boulot des cols blancs, on va dire, les juristes et puis les gens des agences bancaires, et puis les robots, vous voyez, comme celui-là qui est en train de faire qui est en train de désherber en maraîchage. Voilà. Donc il y a toute une question autour de la place de l'humain dans la production. Voilà. Et puis dernier sujet, voilà, on arrive à l'avant-dernier slide, donc c'est la question de est-ce qu'on est capable d'orienter ou pas notre savoir et notre capacité d'innovation vers des choses qui sont effectivement utiles, ce dont on a besoin maintenant. Alors, est-ce que vous connaissez tous ces produits? On va commencer là. Ça, c'est les nano-chaussettes, les chaussettes au nano-argent. Alors, le nano-argent, c'est en fait, c'est des particules d'argent à l'échelle nanométrique. Alors, l'argent, comme pas mal de métaux d'ailleurs, a des propriétés antibactériennes, comme le cuivre. Donc, dans les hôpitaux, on utilise des poignées en laiton, par exemple, pour lutter contre les maladies nosocomiales, des choses comme ça. Pas encore à Dubaï, peut-être, ils ont des poignées en argent dans les hôpitaux, mais pas nous. Et donc c'est antibactérien. Et donc le nano-argent, en fait, la consommation de nano-argent est en train d'exploser parce que en fait, on en met un peu partout dans les tambours de machines à laver, dans les réfrigérateurs, etc. Et ici, dans les chaussettes de randonnée, qui permet, en fait, en fin de journée, après la randonnée, les chaussettes sentent moins. C'est ce qu'on appelle une technologie anti-odeur. Et voilà. Donc on va extraire de l'argent des mines et on va ensuite le disperser dans des chaussettes. Au bout de 10 lavages, évidemment, ça sera parti dans les stations d'épuration et puis derrière dans les fleuves et dans la mer. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le bikini connecté. Donc là, c'est le capteur, vous voyez, qui se met ici. Et donc, en fait, c'est un capteur d'UV et qui va vous prévenir sur smartphone qu'il est temps de retourner la viande. C'est sorti en juin dernier. Donc voilà. Et il y a aussi la fonction pour suivre ses enfants, potentiellement avec géolocalisation, pour être sûr qu'ils ne sont pas noyés si vous êtes des mauvais parents en train de lire des magazines sur la plage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, ça, c'est assez nao, c'est un petit robot qui sert à rien. Mais je les aimais bien parce que, bon, maintenant qu'il est parti, ça a moins de saveur. Bon. Enfin, lui n'est pas encore parti. Mais ça va pas tarder, d'après ce que j'ai compris. Alors ça, vous connaissez ça? Donc ça s'appelle Second Livestock, un jeu de mots intraduisible entre Second Life, le jeu virtuel, et puis Livestock qui veut dire troupeau en anglais. Alors c'est un prof de l'Iowa, prof de design de l'Iowa, c'est de la réalité virtuelle pour poulet. C'est-à-dire qu'en fait, il met ça et il est en concentration, en élevage concentrationnaire, mais il a l'impression d'être dans le Gers. Et il paraît que la viande aurait meilleur goût. Non mais c'est... Alors... Donc tout ça c'est en vente, ça c'est pas en vente, mais ça c'est en vente. Et alors celui-là est en vente aussi, $199 de mémoire. Quelqu'un va me dire ce que c'est? Non. Non, c'est un distributeur de croquettes pour chats connecté. Alors en fait ça c'est une balance. Ça c'est une balance qui permet de peser le chat pour distribuer seulement la quantité de croquettes nécessaire. Et de suivre aussi sa courbe de poids ou de croissance sur smartphone. Et là, il y a un dispositif de reconnaissance faciale pour ne pas nourrir tous les chats du quartier. Voilà, bon bref. Non mais vous voyez, on est quand même super mal parti, c'est ça que je voulais juste vous dire avec ce truc-là. Donc on termine avec les low-tech dans la ville ou dans le bâtiment. Donc
donc la première question, donc je l'ai résumé finalement. Alors déjà, il y a le sujet de permettre la ville sans voiture. Donc pour ceux qui seront plutôt dans des sujets d'urbanisme, etc. Voilà, c'est plutôt ça l'avenir que la voiture volante, comme on peut le lire de temps en temps quand même encore. Et puis les deux autres questions, c'est moins construire, mieux construire. Alors, moins construire, d'abord moins construire. Alors, je sais que c'est un peu choquant, un peu bizarre, parce qu'il faut que tout le monde trouve du boulot, mais il faut moins construire. Il faut moins construire d'abord parce qu'on continue à artificialiser les sols. Vous savez qu'on transforme à peu près un département français tous les 7 ans en terrain viabilisé, construit, en rond-point, en route et autres sujets comme ça. Donc, on consomme encore de la terre, parce qu'on a parlé des ressources non renouvelables métalliques, mais on en a d'autres des ressources non renouvelables, et il y en a une, c'est la terre. C'est la terre en termes d'hectares, mais c'est même la terre d'ailleurs en termes de production agricole. Vous savez qu'on fait les terres s'érodent. On a des pratiques agricoles qui fait que quand on produit 1 tonne de nourriture, il y a 1 tonne de terre arable qui part à la mer. Okay, ça c'est le taux actuel en France. Et au niveau mondial, c'est 1 tonne de nourriture, c'est 7 tonnes qui partent à la mer parce que les sols tropicaux sont lessivés plus vite. Donc là aussi, ça ne permet pas de se projeter dans un temps qui est très très long. Là, on est plutôt à l'échelle de quelques siècles, mais quelques siècles, c'est peut-être pas tant que ça. Donc éviter l'artificialisation des sols et mieux utiliser les surfaces. Donc il y a un gisement. Parce que le premier truc, c'est à nouveau de dire, est-ce que j'ai besoin de ce bâtiment, Est-ce que j'ai besoin de ce bâtiment? Donc mieux utiliser les surfaces. Alors ça peut vouloir dire, j'en sais rien, comment on utilise mieux demain les écoles qui sont utilisées que 8 heures par jour et qui pourraient accueillir des clubs de danse ou d'échecs ou je sais pas, le week-end avec le bon schéma de clés, de trucs et un bâtiment bien conçu. C'est de dire qu'au lieu de construire des crèches, il faut plutôt avoir des assistantes maternelles parce qu'on utilisera les mètres carrés des logements qui ne sont pas utilisés dans la journée. C'est des gens qui pensent à avoir des trucs qui font hôtel d'entreprise dans la journée et la nuit, ça fait hôtel et on arrive avec des trucs avec les canapés ou je sais pas quoi qui se remontent à toute vitesse à transformer le truc entre le matin et le soir. Voilà, c'est plein de réflexions comme ça autour de l'adaptation fonctionnelle, de la réutilisation. Évidemment, d'abord réhabiliter avant de construire neuf. Déjà, ça va économiser des sols potentiellement, et puis ça va économiser aussi des matériaux. Donc, toute une agilité à aller trouver sur l'adaptation fonctionnelle d'anciens bâtiments vers des nouveaux bâtiments. Bon, je pense que là, il y a une foultitude de choses qui se passent dans votre domaine. Et puis, mieux construire, c'est une fois qu'on dit il faut construire, là, et pas se jeter sur le bilan carbone ou un ACV un peu mal fait, et puis c'est tout, mais prendre en compte la question de l'énergie grise, des ressources, pas faire en trop grande hauteur, parce qu'évidemment tout ça, ça consomme plus on est en grande hauteur, plus on consomme des métaux, et puis être plus sobre dans la construction, mais aussi dans le fonctionnement. Voilà, je vous propose d'en rester là pour garder un peu de temps d'échange. J'ai à peu près tenu, et je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a dans la salle plein de gens qui s'intéressent de près à la question de l'économie des ressources, de l'énergie. On a un DSA post-carbone, tout ça. Donc, est-ce que vous avez des questions à Philippe? Oui, donc, si j'ai bien compris, est-ce que construire une toiture avec des poutres métalliques en I, est-ce que c'est plus durable que si j'ai cette toiture en bois, on va dire, recouvert de panneaux solaires? Genre, est-ce que cette question, est-ce qu'on peut se poser cette question? Est-ce que les échelles, ils sont complètement... est-ce que c'est véritablement à cette échelle-là que, tant qu'architecte, on doit commencer à penser? En fait, le problème, c'est qu'on tombe très vite dans la question de est-ce qu'il faut mieux acheter un pot de yaourt en plastique ou un pot de yaourt en verre, qui est à peu près la même question, mais projetée sur la toiture du bâtiment. Et en fait, on est face à un problème, c'est que on n'est pas vraiment au point sur les ACV multicritères, et que rien que dans l'énoncé de la question, il y a est-ce que je vais réutiliser en fin de vie dans le bâtiment ces poutres en bois ou ces poutres en métal? Mes panneaux solaires, ils vont quand même produire une certaine quantité, donc il faut que je me pose cette question-là. Donc je ne suis pas capable de répondre de but en blanc à ce truc-là, mais oui, c'est le genre de question qu'il faut se poser, c'est-à-dire il faut mieux s'intéresser à la consommation, il
il faut s'intéresser avant tout à la consommation du bâtiment et à l'usage qui va en être fait, avant de savoir s'il va produire lui-même X kWh pour couvrir ou pas ses usages. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Moi, mon sentiment, si on part sur la question des énergies renouvelables, c'est qu'effectivement, on a tendance à un peu trop privilégier l'électron, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire à faire du panneau photovoltaïque, en se gargarisant d'ailleurs du fait qu'il est en train d'arriver à ce qu'on appelle la grid parity, c'est-à-dire qu'il est en train de ne pas coûter plus cher au kilowattheure produit, où il est très proche du point où il ne coûtera pas plus cher en kilowattheure produit que de l'énergie arrivant du gaz ou même du nucléaire, parce que le nucléaire, la facture est en train de monter très très vite. Mais qu'on fait ça sans vraiment se poser de questions et que, enfin, mettre des panneaux solaires d'un côté pour avoir de l'autre du chauffage électrique, il y a un côté un peu délirant à ça. Hein, et que, donc moi j'aime mieux la géothermie et le solaire thermique par exemple que le photovoltaïque pour des questions de ressources et pour des questions de durabilité. Et ensuite, bon, est-ce qu'il faut mieux du bois ou du métal ? Bah, tout dépend aussi d'où vient le bois, tout dépend comment il a été exploité. Voilà, enfin, c'est une question complexe en fait. Et oui, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Je ne sais pas si la réponse est frustrante ou pas, mais j'ai pas la. Voilà, c'est compliqué. Malheureusement, c'est compliqué. Oui, vous avez abordé tout à l'heure la question du partage, donc par exemple cette idée de transformer les hôtels d'entreprise en hôtels, enfin bref. Et vous êtes assez sceptique concernant donc la high-tech, la haute technologie. Qu'est-ce que vous pensez de cette sorte d'économie du partage, la sharing economy, genre Airbnb, je partage ma voiture, qui se base donc uniquement sur un service qui s'appuie sur la technologie de l'iPhone, quoi, enfin du smartphone, où il y a du coup votre idée de partager les usages, enfin un objet, quoi, mais en s'appuyant sur une technologie qui est celle du smartphone. Alors peut-être un complément d'abord sur la question de l'économie de partage. Je pense qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas tant que ça imaginables aujourd'hui et qui pourraient le devenir à condition qu'il y ait d'autres évolutions. Alors je prends juste un exemple. Aujourd'hui, la question de la taille du logement. Si je dis tout le monde doit réduire son logement d'un facteur 2, c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, on a une habitude de s'enfermer dans nos logements. Et on s'enferme dans nos logements pour se protéger du bruit, des voitures qui passent et je sais pas quoi. Dans un monde où tout le monde se balade en bas et les gamins peuvent jouer sans se faire écraser, je sais pas quoi, enfin, on peut à ce moment-là réduire le nombre de mètres carrés dont on dispose. Donc il y a plein de réflexions dont certaines peuvent être peut-être réglées au niveau de l'architecte, puis d'autres demanderont une espèce d'évolution civilisationnelle ou je sais pas quoi. Il y a plein de pays où les gens mangent dehors, par exemple. En Chine, ils mangent beaucoup plus dehors que chez eux. Bon. Alors sur l'économie du partage type Airbnb, Blablacar et compagnie. En fait, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes. Il y a sans doute une partie qui est très utile et très intéressante. C'est-à-dire si les gens ils louent leur maison au lieu de fabriquer un hôtel à côté, c'est super. Il y a une partie qui l'est moins parce que sans doute ça vient monétariser ou remplacer des choses qui existaient avant. En gros, c'est vraiment génial, on peut se prêter une perceuse entre voisins. Et avant, il n'y avait pas besoin de passer par le data center finlandais pour se prêter la perceuse, peut-être, je ne sais pas. Donc pour partie, ça vient peut-être pallier la nucléarisation ou l'atomisation de la société. Voilà. Et puis après, il y a le problème de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est très difficile de mesurer ça, mais on pressent bien que, je ne sais pas, par exemple, le covoiturage, il ne vient pas juste remplacer des gens qui avaient tous pris leur voiture tout seuls, mais que l'effet économique va permettre un rebond et qu'il y a des gens qui vont faire Paris-Rennes pour pas cher et qui ne l'auraient pas fait sinon et qui vont juste aller se dire waouh, je vais aller me prendre un coup avec mes potes ce week-end à Rennes parce que ça ne va pas coûter cher. Idem sur Airbnb, le fait d'avoir accès peut-être à un truc qui sera moins cher ou je ne sais pas quoi va permettre peut-être de partir plus loin et de mettre plus d'argent dans le billet d'avion et dans le kérosène. Donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on peut pas, à chaque fois qu'il y a un nouvel usage de ce type-là, on a du mal et on n'arrivera pas, je pense, à distinguer, à séparer le grain de livret entre ce qui est effet rebond et ce qui est réel effet écologique. Et moi, du coup, mon juge de paix, c'est le résultat. Même d'ailleurs, ça marche même pas à cause de l'extraterritorialisation de la production. La question, c'est est-ce que, voilà, aux bornes de la société France,
pour ça. Alors, les bornes de la Société France, ça ne marche pas parce qu'il y a la question des imports-exports, hein, d'accord. On a baissé les émissions de gaz à effet de serre en France ces 10 dernières années, mais en fait, quand on intègre le coût des produits qu'on achète de l'étranger, en fait, on les a montés. Bon. Mais du coup, la question, c'est est-ce que le monde, chaque année qui passe, va mieux, consomme moins d'énergie, etc. Et la réponse est ou de ressources, et la réponse est malheureusement non. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a des paramètres qui font que cette belle promesse numérique, elle ne se passe pas pour l'instant. Après, je ne propose pas de commencer par se passer du smartphone. C'est-à-dire que, d'un point de vue de faisabilité, je pense que... Voilà. Bonjour, je suis là. Ah, pardon. Voilà. Je suis enseignant ici, je suis Raphaël Ménard et je suis avec Jean-François Blassel pour le DPEA Architecture Post-Carbone qui travaille justement sur ces relations entre l'énergie et la matière. Petite question justement sur les énergies renouvelables. Si on fait en effet un petit mix à la fois un peu de créa liberticide, de la frugalité, de la sobriété dans tous les sens, bon, au bout du bout, on aura quand même besoin d'une énergie finale qui s'appelle l'électricité. Hein. C'est qu'avec la géothermie, le solaire thermique, on fait de la baie de chaleur, on ne fait pas de cette magnifique qualité énergétique électricité. Comment vous voyez la reconstruction justement du mix de production justement efficace du point de vue de la matière et comme vous le rappeliez, cohérent avec la problématique énergie-climat de notre siècle. Donc, de quoi est composé pour vous le mix mondial 2050 qui permet de faire de l'électricité? Un mondial? Bah oui, parce que votre... Mondial, c'est dur. Je commence par français. En fait, donc pour moi, et après j'expliquerai pourquoi je commence par français plutôt que mondial, mais pour moi déjà, il faut abattre le besoin de consommation. Il faut l'abattre d'un facteur assez méchant, je dirais moi 4 à 5. C'est ça que j'avais shooté, voilà. Tomber à 20 à 25% du besoin énergétique d'aujourd'hui. Ça paraît pas forcément si délirant que ça quand on voit la part qui est prise dans le thermique bâtiment, qu'on peut traiter par toute une série de sujets. Quand on voit la part transport, et transport, voilà. Si on passe au vélo, on règle quand même beaucoup de choses, même au vélo à assistance électrique, hein, je supporterais, si ça remplaçait une voiture effectivement. Et quand on voit la partie énergie grise, on pourrait dire au sens large, c'est-à-dire les électros. C'est quoi les électro-intensifs aujourd'hui en France? C'est les producteurs d'aluminium, donc c'est pour fabriquer des canettes, des pare-chocs et des murs rideaux, hein, pour faire simple. Donc si j'ai plus besoin de canettes parce que j'ai de la bouteille consignée, j'ai plus besoin de pare-chocs parce que je suis en vélo et j'ai besoin de moins de murs rideaux parce que finalement j'arrête de construire des bâtiments de bureaux vides, je règle une bonne partie de la consommation du besoin. Voilà. Après, il y a un sujet de l'électricité spécifique à la maison où on voit quand même que ça... Voilà, il y a la question d'Internet derrière tout ça, qui est quand même un sujet aussi prégnant, parce qu'on voit que à peu près tout ce qui a été économisé sur le réfrigérateur, pour faire simple, a été mangé par la Livebox, quoi, hein, pour simplifier. Voilà, donc on tombe à 20-25%, et si on tombe à 20-25%, eh ben, en tout cas en France, on peut faire assez facilement un mix hydraulique, un peu de biomasse, biogaz, géothermie, solaire thermique, et puis un poil de photovoltaïque et d'éolien, mais version pas grande ferme, mais version échelle et territoire, parce qu'aujourd'hui c'est un peu ça le mythe, c'est les énergies renouvelables relocalisées. C'est un mythe, parce qu'en réalité, c'est une poignée de multinationales qui sont capables de fabriquer ces monstres d'acier et de technologie avec le circuit de pièces détachées, etc., les équipements d'installation. Donc, voilà. Après, je pense qu'on peut aussi, si on se projette dans beaucoup plus loin, on n'est pas forcément obligé de passer tout le temps par le vecteur électricité non plus. Hein. Le passé a montré que le moulin hydraulique, après tout, si j'ai besoin de transformer en électricité, puis retransformer en moteur thermique, en moteur électrique, il y a des questions qui peuvent se poser. Donc voilà, j'irai ça comme ça, mais c'est un peu une réponse facile parce que comme l'hydraulique en France, ça doit être dans les 17, 15-17, voilà, dire je monte à 25 avec un petit mix d'un certain nombre de trucs, c'est gentillet, quoi. Hein. Au niveau mondial, franchement, je n'ai pas vraiment la solution. Je pense qu'effectivement, il faut... si on part sur une logique de division par deux des émissions,
ça laisse une marge de manœuvre assez intéressante, y compris avec un peu de fossiles, pas que du renouvelable. Maintenant, il y a quand même des équations. Enfin, s'il faut diviser par 2 tout en faisant plus 50% sur la population, tout en faisant plus X% sur le PIB, voilà, ça donne quand même des équations un peu compliquées, quoi. Enfin, donc, voilà. Je dis pas que tout ça est faisable. Enfin, j'ai pas les moyens de faire des calculs qui correspondent, mais je dirais que même s'il y a un côté un peu utopique dans tout ça, c'est à long terme. La question est, qu'est-ce qu'on appelle à long terme? Est-ce que c'est 25, 50, 100? C'est moins utopique, cette solution-là, qu'une solution de statu quo où on va trouver tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Bonjour, Paul Landwehr. J'enseigne dans une filière qui s'appelle transformation. Donc nous, on est sur oui, une d'accord. des Donc lignes, la réhabilitation et le changement de fonction. Voilà, on est là. Et j'ai juste une question. Dans la liste que vous évoquez des choses qu'il faudrait faire, vous n'évoquez pas la question du stockage. C'est-à-dire une capacité plus importante qu'on a aujourd'hui de stocker pour pouvoir réutiliser, être plus vertueux en termes de recyclage, mais aussi en termes de moins de consommation. On a quand même un peu tendance à éloigner tout ce qui est stockage. Stockage de quoi, pardon? De tout. De matériaux, d'informations. Mais au sens, parce que par exemple, c'est au sens de dire je vais réussir à stocker du CO2 en faisant plus de consommation c'est de ça bois, aussi. par exemple, Non, là, je pensais plutôt à la matière. Plutôt à la matière. Mais stockage pour faire quoi? C'est juste pour comprendre en fait. Dans un but de réutilisation. En fait, je suis pas sûr de complètement comprendre la question. C'est-à-dire pouvoir démonter par exemple des bâtiments, stocker les matériaux bruts qui vont permettre ensuite d'être réutilisés et ou recyclés correctement. Par exemple, oui. Je pense que on est, de toute façon, on est un peu en train d'atteindre. Enfin, il y a des choses qui vont. Il y a une partie des choses qui vont venir d'elles-mêmes, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelques trucs. Par exemple, je sais pas, faire des trucs un peu bizarres comme le tunnel Lyon-Turin. Par exemple, je sais pas s'il y en a qui connaissent. On voit bien que le fait d'avoir des tunnels avant ou des aéroports ou des je sais pas quoi qui vont déposer le bilan avant que celui-là se lance, ça va le rendre difficile d'un point de vue économique. De la même manière, par exemple, sur les matériaux, aujourd'hui en Ile-de-France, il y a un sujet sur le métabolisme de la région Ile-de-France version Grand Paris sur les granulats de chantier, pour ne prendre que ça. On voit bien qu'on atteint un peu les limites du truc. Donc ça va obliger, d'une certaine manière, soit à faire les bons techniques et ou réglementaires nécessaires, soit l'équilibre économique entre le truc réutilisé, enfin le gravat recyclé, enfin le granulat recyclé ou le granulat qui arrive de la baie de Somme, quoi, ou de bon. Mais sur la question du stockage, je pense qu'effectivement, un des sujets de notre société, quand on regarde la dépense énergétique, c'est la question du flux tendu, d'une certaine manière. Donc le stockage, il faudra bien qu'il revienne d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour la distribution, que ce soit pour ce qu'on appelle les reverse logistics, et donc le retour peut-être des consignes ou des téléphones usagés ou je sais pas quoi qui peuvent remonter ensuite aux fabricants et redescendre. Donc la réponse est oui. Et le problème, c'est qu'effectivement, tous les espaces de stockage un peu industriels de nos villes de taille moyenne et haute ont finalement été exclus du centre et ont consommé d'ailleurs de la terre à l'extérieur. Et puis, dans le tissu urbain actuel, ça va être compliqué de venir réinstaller des choses qui permettent de stocker plus longtemps que X heures des monoprix parisiens. Donc, oui, c'est un sujet. Donc, je pense qu'en fait, on rentrera peut-être, pour faire ça, et il y a aussi une question du niveau disons, de formalisme ou de propreté, si je puis dire. Enfin, aujourd'hui, même si vous allez dans un magasin à la pointe de l'innovation qui serait un truc de vente en vrac, une épicerie de vente en vrac et de circuit court, on voit des trucs comme ça qui ouvrent, c'est super. Bon, vous rentrez dans le truc, c'est propre, c'est nickel, il n'y a pas une cacahuète par terre, tous les trucs sont... c'est pas du high-tech, mais ça y ressemble presque. Même les étiquettes sont électroniques, et puis je pèse
bon, par rapport, disons, au magasin de quartier qui était un peu bordélique avec des trucs partout, et puis, ah oui, je vais vous retrouver la boîte. On n'est pas dans la même exigence du consommateur. Donc peut-être qu'on devra revoir, effectivement, à la baisse, là aussi, mais d'une autre manière, hein, redécouvrir un peu les vertus du bordel positif, enfin de l'entropie, quoi, hein, qu'on a un petit peu exclu. Hein. Oui, alors dans votre livre, vous flinguez un peu toute une série d'innovations type imprimante 3D, etc. Enfin là, vous avez été assez plus politiquement correct que dans votre livre. Et d'ailleurs, il y a un point que vous avez juste montré dans une slide, mais en fait, c'est votre déconstruction de la croissance verte qui est quand même assez, assez un peu iconoclaste. Mais alors. Une fois qu'on a considéré tout ça, qu'est-ce que vous gardez de l'innovation? Qu'est-ce que vous gardez du high-tech? Une fois qu'on a compris qu'il faut effectivement sortir de cette fausse séduction, de cette fausse performance, qu'est-ce qui reste malgré tout comme... quels sont les chantiers, les grands programmes de recherche-développement dans le domaine technique et du high-tech qu'il faut soutenir, encourager, approfondir? Enfin high-tech ou en tout cas... mais si aussi high-tech. En fait... je pense qu'il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas, demain matin, claquer des doigts et puis dire on ne fait plus de high-tech. L'exemple que j'aime bien prendre, c'est la question des industries de réseau. L'eau potable, là, sans même parler d'énergie, juste l'eau potable et l'assainissement. Faire de l'eau potable, vu le nombre qu'en est au kilomètre carré désormais dans un certain nombre d'endroits, sans un ordinateur et des pompes autocontrôlées, je sais pas, c'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a toute une série d'usages qui fait que juste par le nombre, hein, c'est la question de taille, la question de l'échelle, il est nécessaire de garder. Mais ça, c'est un peu la version B2B. C'est-à-dire que c'est plus facile d'imaginer un bon recyclage d'une pompe en fin de vie de tel fabricant qui a seulement une dizaine de clients qui sont les gens qui fabriquent de l'eau potable, voilà, que de mettre dans les mains de chaque consommateur un distributeur de croquettes pour chat ou un capteur qu'ils ne vont pas savoir identifier comme un déchet électronique et qui ne vont déjà pas commencer par ramener au bon endroit. Donc moi, ce que j'aimerais faire, c'est chasser la high-tech de chez le consommateur qui ne sait pas la gérer. Je caricature un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire, enfin, sans lui retirer son smartphone tout de suite, mais peut-être en lui donnant un smartphone en location seulement, ou je sais pas quoi. Enfin, voilà, la question de l'économie de la fonctionnalité aussi, on n'en a pas parlé, mais dont je mets des limites aussi dans le livre, parce que si elle n'est pas assortie d'une poussée réglementaire, l'économie de la fonctionnalité, elle est aussi génératrice d'obsolescence marketing. C'est-à-dire que le télécom, c'est de l'économie de la fonctionnalité. Parce qu'en fait, quand vous achetez votre téléphone, il est subventionné par votre opérateur et vous allez le rembourser pendant 2 ans. Ou je sais pas. Donc votre opérateur, il aura intérêt à récupérer le truc en fin de vie pour le redonner à quelqu'un d'autre. Mais non, au contraire, il y a 5 autres opérateurs qui viennent vous voir pour vous proposer un autre téléphone vachement mieux. Donc si on prend l'exemple de l'électroménager, voilà, on peut dire demain j'aurai un réfrigérateur en économie de la fonctionnalité, un truc increvable, mais très vite il y a d'autres fabricants de réfrigérateurs qui vont venir me voir pour proposer le réfrigérateur qui fait les courses tout seul, le réfrigérateur avec le pack à bière, oui. Donc voilà, moi ce qui me pose problème c'est ça, c'est que le consommateur est con, quoi, avant d'être... non, c'est vrai, enfin en moyenne, mais je dis pas que, enfin moi aussi, moi compris, c'est parce que tout ça est devenu très très compliqué, très très segmenté, etc. Donc voilà, moi mon idée c'est ça, c'est de dire arrêtons déjà d'enrichir le contenu quotidien, voilà, de trucs qui nous, de fonctionnalités dont on n'avait pas besoin jusqu'à présent, mais alors là, à partir de dans 3 mois, je peux plus m'en passer. Enfin, c'est ça qui est un peu choquant. Et en fait, là, on parle d'une sorte de ralentissement, mais la première question, ça serait d'éviter l'accélération monstrueuse qui est en train de se présenter. Monstrueuse. Parce qu'on parle de dizaines de milliards, c'est la croquette pour chat, c'est rien. On parle de dizaines de milliards d'objets connectés à horizon, je sais pas, d'une décennie peut-être. Tout ça avec derrière les data centers qui vont bien. Voilà. Déjà, on pouvait éviter ça. C'est ça, voilà. En se disant, attention, il y a la face noire ou la face cachée du numérique. Ça doit être le titre d'un livre d'ailleurs. Pas de moi. Je voudrais poser une question. Est-ce que
la machine à croquettes pour chat, qui est la caricature extrême, évidemment. Oui, bien sûr. Parce que bon, la technologie n'est pas uniquement pour ça. On fait quelques trucs qui sont un peu plus utiles malgré tout. Est-ce qu'on n'est pas aussi en train de regarder qui est une histoire qui traverse quand même pas mal des débats autour de l'environnement depuis Rio, etc. Un problème de riches, c'est-à-dire que on est effectivement un système économique qui nous pousse à la surconsommation, à la surabondance, etc., qu'on connaît bien. Mais de l'autre côté, ne serait-ce que pour regarder la question du bâtiment et de la ville, il y a aussi une très très large fraction de la population de la planète qui n'est pas logée, vous parlez de l'accès à l'eau, qui n'a pas d'accès à l'eau, qui n'est pas logée correctement, qui n'a pas accès à des systèmes d'éducation qui pourraient peut-être bénéficier de quelques data centers, de quelques réseaux. Donc, quelle est votre position par rapport à cette autre moitié qui est pas nous et qui pourtant peut-être aspire aussi peut-être à un petit peu plus de confort et de bien-être et d'espérance de vie tout simplement, de qualité de vie, peut-être à travers quand même certaines dimensions technologiques? Oui, la réponse est évidemment oui. Après, toute la question, c'est toujours que ça fait quand même quelques décennies qu'on nous explique qu'il ne faut pas arrêter, en gros, la croissance chez nous, parce que, et nous, on serait des salauds de riches, on dirait, on se pose des questions de riches, effectivement, et les autres ont envie de croître, et laissons-les croître. Mais moi, j'ai pas dit que je voulais j'ai pas dit que les autres ne devaient pas croître. J'ai dit que nous, on était arrivés à un système un peu saturé, et qui d'ailleurs pose problème aux pauvres, d'abord parce que on va chercher les ressources chez eux, qu'il faut aller récupérer, puisque on va dire, soit pour des raisons historiques, soit pour des raisons réglementaires. Là, il y a assez peu de mines en Europe, par exemple. Il y en a en Australie, il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, mais la plupart des mines sont dans les pays du Sud, et on chasse encore aujourd'hui des gens de chez eux pour exploiter des ressources minières. Donc on commencerait déjà par calmer un peu le jeu là-dessus. Ils ne seraient sans doute pas mécontents. Ils ne nous ont pas attendus pour ça. Après, la question de l'eau, je ne suis pas sûr que la question de l'eau soit vraiment liée au data center. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment sur des technos et des choses très différentes. Je veux dire, peut-être que j'ai mal pris mon exemple avec l'histoire de l'eau potable, peut-être parce que... Mais voilà, je ne pense pas que le numérique soit juste un véhicule nécessaire et suffisant pour régler tous les problèmes de la planète. On a un peu tendance à lui dire, voilà, on a un peu tendance à le mettre en avant. C'est d'ailleurs un peu le rêve californien, on pourrait dire, cette logique de dire finalement, oui, voilà, on va un peu tout régler par l'intermédiation, la transversalité, l'économie plate, etc. Voilà. On voit qu'en pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, j'ai rien contre le réseau télécom portable qui permet aujourd'hui de téléphoner du fin fond du Congo ou d'échanger de l'argent, d'ailleurs, quand le système bancaire n'est pas le bon. Mais après, il faut regarder ce que ça représente. C'est-à-dire que 95% peut-être, je jette ce chiffre, mais c'est toujours un peu difficile parce que ça va assez vite, mais c'est de cet ordre de grandeur-là en tout cas. Du trafic sur Internet, pour pas dire du stockage, c'est pas des gens qui s'échangent quelques dollars au Congo sur leur téléphone portable. C'est des vidéos de petits chats, c'est le dernier blockbuster américain qui va être téléchargé en streaming, c'est tout ça qui fait le trafic d'Internet et les bons câbles transocéaniques sonnants et trébuchants qu'on installe encore en ce moment pour accompagner la croissance du trafic. Donc, voilà, c'est un peu toujours le... On reste dans cette question de l'usage, comme vous le disiez. Bien sûr que le distributeur à croquettes pour chat, il est absolument... C'est pour faire sourire en fin de conférence, mais on n'arrive pas à séparer le bon usage du mauvais, et ça fait 70 ans, depuis 1945, il y a Oppenheimer qui met « Oups, excusez-moi, j'ai pas fait exprès », quand on nous fait le coup de la bonne technologie, de la technologie qui n'aurait pas, disons, d'âme, et ça serait juste... on a des bons usages et des mauvais usages. Et malheureusement, depuis 70 ans, on voit bien que ce n'est pas ça qui se passe. Depuis 70 ans, la technologie vient modifier profondément, de manière anthropologique, les relations des gens entre eux et des sociétés humaines. Voilà. Donc la question, c'est juste celle-là. C'est est-ce qu'aujourd'hui, quand on pose des questions sous forme démographique, par exemple, les gens se jettent sur la question des taux de natalité. La vraie question démographique, c'est la question de l'immortalité des transhumanistes. À chaque fois quand il y a une annonce sur le fait qu'on va repousser l'âge de la mort grâce à la technologie, et qu'il y a des gens qui disent que, même si on pourrait contester assez fortement ce qu'ils racontent, mais bon, en tout cas, ils en font une très belle carrière,
On raconte que la première personne qui vivra 1000 ans est déjà née. Ouais, on est déjà trop nombreux, entre guillemets, et on se propose de repousser l'âge de la mort, et les gens n'acceptent plus, se rendent plus compte qu'il y a une échéance à honorer, comme on dirait. Voilà, donc je ne sais pas si ça... Non, je pense que c'est une question qui relève au moins autant du politique que du technique. Voilà, bien sûr, je veux dire, bien sûr. donc voilà, c'est peut-être ça qu'il faut dire. Moi, j'avais une question qui part de la façon dont tu as répondu à l'autre sur comment faire, quel est le mix demain, où tu dis je peux davantage répondre sur la France que sur le monde. D'une part, si je te comprends, parce que le monde c'est compliqué, enfin je veux dire c'est énorme, et d'autre part c'est aussi une position un tout petit peu de principe, d'après ce que je comprends, qui consiste à dire les réponses sont pas forcément globales. Et on peut déjà commencer par se poser la question là où on se trouve. Et c'est un peu la même réponse que tu fais aussi sur cette question. Oui, il y a d'autres problèmes ailleurs, mais est-ce que aujourd'hui, on a le sentiment, quand on entend les débats sur les questions environnementales, etc., que beaucoup de gens ont tendance à les globaliser immédiatement. C'est-à-dire à dire ce sont des problèmes qui rendent caduques les États-nations, rendent caduques à peu près toutes les institutions aujourd'hui. Dans ton livre, on a le sentiment que tu dis, il y a toute une réflexion sur les échelles de résilience ou d'autonomie de plusieurs services ou de choses qu'on utilise, enfin bon. Et on a le sentiment que toi, au contraire, tu as tendance à adopter une position par principe plutôt localiste, et même en faisant avec les institutions ou les États tels qu'ils sont aujourd'hui. C'est bien ça, non ? Oui, tout à fait. En fait, c'est pas vraiment par principe, c'est plutôt par pragmatisme, je sais pas si c'est le bon mot, mais par résultat décevant d'une réflexion, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que moi, effectivement, je pense qu'il y a 4 niveaux d'action possibles. Enfin, il y a un niveau personnel ou familial. On peut dire, je vais, au lieu de jeter mes épluchures de carottes avec mes lames de rasoir et machin, je vais installer un composteur au fond de mon jardin, ou un composteur à lombric dans ma cuisine si je suis en région parisienne, ou je sais pas quoi. Voilà. Et puis où je vais enfourcher mon vélo, je vais prendre ma douche froide. Enfin, chacun peut faire un peu ce qu'il veut. Le problème, c'est qu'au niveau familial ou au niveau personnel, très vite, les courses se transforment en sport de combat, comme dirait Bourdieu. C'est-à-dire qu'à un moment, on est enchâssé dans un système qui est un système poussé, quoi qu'on en dise, qui est un système poussé. Le client n'est pas le roi. Le client est le roi de choisir parmi 2-3 trucs qu'on lui a mis sous le nez. Le système industriel, il est fondé comme ça. Donc, si j'essaye de trouver le produit qui est bien bio et je sais pas quoi, enfin, ça devient très vite il y a très vite des limites à ça. Ça n'empêche pas qu'il faut le faire, mais il y a des limites. Après, il y a un deuxième sujet qui est un sujet, on pourrait dire, micro-territorial. Alors ça va de la MAP, c'est l'association du coin, le truc. Il y a des choses à faire ensemble, la recyclerie qui s'ouvre, l'épicerie bio et je ne sais pas quoi. Bon, très bien. Mais là aussi, donc, elles sont d'ailleurs nécessaires parce que ça donne à voir, il y a des effets d'entraînement, c'est vachement intéressant, etc. Ça donne des initiatives, ça peut essaimer, que sais-je. Mais là aussi, très vite, on est coincé par un truc qui est la question fiscale, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, employer quelqu'un, ça coûte plus cher qu'une machine. Ça comme ça, parce que voilà, au prix du kilowattheure par rapport au prix de l'humain. Et on voit bien d'ailleurs que même nos grandes entreprises publiques, elles sont en train de débaucher de l'humain pour embaucher de la machine, pour nous faire plaisir, pour que les services publics coûtent moins cher quelque part. Hein. Donc, parce que voilà, eux aussi sont enchâssés dans un système fiscal et réglementaire. Et donc après, je saute. Donc on peut faire plein de trucs, mais ça a une limite aussi. Voilà. Et donc le gars qui est maire de sa ville et qui dit moi je veux installer quelqu'un à l'accueil plutôt que mettre une borne il va se heurter très vite à la question de combien je mets les impôts locaux. Faire ça n'empêche pas qu'il y ait des choses à faire, mais c'est limité. Le dernier niveau, je saute d'un cran, c'est le niveau effectivement global. C'est la question de dire mais attendez, si demain je taxe, je sais pas quoi, la chimie française ou la chimie européenne même, et que dedans j'intègre les coûts des externalités, du carbone, je sais pas quoi, eh bien on va se faire juste casser les reins par tous les autres qui le font pas. Voilà. Et ça c'est une réalité, c'est évident. Donc je sais pas,
je veux qu'un poulet, ça s'appelle un poulet parce que c'est un poulet fermier, je sais pas quoi. Si à côté j'ai le poulet brésilien trempé au chlore qui est dans le même supermarché au même endroit et qui s'appelle poulet lui aussi, ça va pas marcher. Enfin, à un moment j'ai des limites. Donc là c'était le souffle un peu COP21, on va dire. Bon, moi j'avais un peu estimé que ça allait accoucher d'un accord, mais que dans cet accord il n'y aurait pas grand-chose. Bon, je pense que c'est effectivement ce qui se confirme. Parce que c'est difficile de se mettre d'accord à 180 ou 190, parce qu'on a tous des histoires différentes, des dynamiques différentes, des jeux politiques locaux très différents, etc. Et donc, je pense que si on attend tous de se mettre d'accord, ou qu'on dit il faut un ONU de l'environnement, etc., on peut le réclamer, il faut le réclamer, il faut faire des efforts diplomatiques, il n'y a pas de problème, mais se mettre tous ensemble d'accord, ça ne suffit pas. Et donc, dans mon livre, j'ai pris l'exemple un peu, peut-être provocateur, de l'abolition de l'esclavage, en disant si on avait attendu que tous les pays esclavagistes se mettre tous d'accord ensemble pour abolir l'esclavage, on y serait peut-être encore parce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a un pays qui a dit, moi j'y vais, je fais pas le geste, mais en gros, ils étaient suffisamment puissants pour dire, moi j'y vais et je vous emmerde. Il y a été, après ils ont emmerdé tout le monde en faisant de la diplomatie bilatérale, en disant, mais arrête, moi j'ai arrêté. Et ça, voilà, ça a fait une espèce d'effet domino, cher à George Bush avant d'envahir l'Irak, donc ça ne marche pas toujours. Voilà. Et je crois plus à ça, et à dire effectivement, je balaye devant ma porte, je fais mon truc, j'ai pas la solution pour faire atterrir Shanghai, quoi, hein, pour rendre Shanghai zone à énergie carbone neutre. Enfin, c'est trop gros, c'est trop compliqué, et puis c'est pas chez moi, je sais pas ce qui s'y passe. Donc voilà, donc c'est vrai que je milite pour cette espèce de truc de dire chacun sa part. Et ensuite sur la question de l'État-nation, je sais pas quoi, c'est pas tellement la grandeur du drapeau français qui m'excite. Même s'il reprend des couleurs récemment, mais c'est la question de dire il y a plein de choses, même si on croit qu'on a rendu plein de choses à l'Europe, il y a encore plein de choses qui sont du domaine disons, de l'État-nation. La question fiscale, quasiment entièrement. Qu'est-ce que je mets en TVA sur quel produit et quoi, et sur le coût du travail. Il y a la question réglementaire et normative pour partie, c'est-à-dire qu'est-ce que je décide que je peux faire rouler sur mes routes ou pas faire rouler sur mes routes. Et puis la question des achats, c'est-à-dire la puissance d'achat public, c'est-à-dire de dire si demain matin... Enfin, pas demain matin, si je dis au 1er janvier 2018, toutes les cantines des écoles et des ministères et je sais pas quoi, des collectivités locales seront bio, et bien d'une manière ou d'une autre, ça va booster la filière. Voilà. Donc c'est un peu ce sujet-là, il faut articuler tout ça en même temps, c'est ça qui rend le truc un peu compliqué, voire utopique, évidemment. Encore ouais. une Une dernière, dernière, parce la qu'après dernière. on va manger sur vos cours. Quel est votre point de vue sur l'énergie nucléaire? C'est facile. Je suis farouchement contre. On va même mettre la dangerosité de côté. Comme ça, on va dépassionner le débat. On va même mettre la question des déchets de côté. D'un point de vue des ressources, ce que consomme une centrale nucléaire, en nickel, en cobalt, en plein de machins hyper bizarres, en hafnium dans les barres de contrôle, en zirconium dans les tubes parce qu'il y en a un qui laisse passer les électrons et l'autre les arrête, etc. Et bien, en fait, la question du nucléaire, on pourrait dire, oublions la génération 3, celle qu'on n'arrive pas à fabriquer, là. On passe direct à la 4, enfin, on maintient une filière pour passer à la 4. La 4, c'est le surgénérateur, j'en ai pour quelques milliers d'années, à brûler le plutonium ou l'uranium 238. Donc c'est cool. Sauf que si je veux tenir par exemple 3000 ans, admettons, 3-4 000 ans avec ça, il faut que je fabrique 30 fois une centrale qui dure un siècle. Il n'y a pas les ressources pour fabriquer 30 fois de suite la robinetterie nucléaire, enfin, d'un circuit primaire de centrale nucléaire qui évidemment ne se recycle pas en boîte de conserve comme vous pouvez l'imaginer. Voilà. Donc juste pour cette question-là, en fait, il y a faire un effort industriel monstrueux pour se dire 40 ans plus tard, de toute manière, il faut que j'atterrisse parce que je ne vais pas réussir à la refaire une deuxième fois, autant faire l'effort tout de suite. Voilà, c'est un peu mon sentiment. Merci bien.